Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode preview de The Trick Play. Aujourd'hui, on se retrouve du côté du Texas, du côté du centre des États-Unis. Nous nous retrouvons en Big 12. Alors, la Big 12 aujourd'hui, messieurs, c'est une conférence assez particulière. On peut en penser un petit peu ce qu'on veut dans le Power 5. Ça regroupe pas mal d'universités texanes, mais aussi les universités, un petit peu du style cowboy, hein. On s'oriente vers l'Oklahoma, vers le Kansas. Donc voilà, c'est un mix d'équipes assez particulier et un football pur, comme on peut le dire. Aujourd'hui, je me retrouve comme d'habitude avec mon Gus de Notre-Dame et mon Baptiste, qui va nous présenter sa belle équipe d'Oklahoma State. Mais nous allons démarrer tout de suite par une équipe texane, car c'est TCU, Texas Christian University, donc à proximité de Dallas, hein, que Baptiste va nous présenter pour la saison 2021. Très rapidos aussi, ça reste la seule conférence où tous les membres de conférence se jouent chaque année. Donc voilà, c'est la petite particularité de la Big 12, puisque bon, comme son nom l'indique, hein, ils sont 10 équipes dans la Big 12, c'est bien connu. Alors donc direction Fort Worth pour TCU. Alors un petit retour rapide sur l'année 2020, donc c'était une année assez bizarre, d'ailleurs ça a commencé très bizarrement puisque il n'y a pas eu de spring practice en mars-avril 2020 à cause du Covid. Donc voilà, donc on s'est rendu compte que TCU manquait un peu de coffre et un peu de caisse, et du coup ça a fait une début de saison un petit peu compliqué avec 3 défaites en 4 matchs. Gary Patterson, le coach, a fait son mea culpa, a su relancer la machine, et en fait les Horned Frogs ont fini par un joli bilan de 5 victoires pendant 6 matchs pour clôturer la saison, notamment une belle victoire contre Oklahoma State, et une autre belle victoire contre Louisiana Tech pour terminer la saison. Voilà, donc bilan de 6-4 pour les Horned Frogs. Pas de bol parce qu'encore une fois à cause Covid, voilà, je pense que voilà, c'était un petit peu le running gag de la saison précédente. Voilà, toujours est-il que TCU revient avec pas mal de certitudes. On va y revenir. Malgré une petite classe de recrutement, seulement 14 joueurs. Alors c'est pas vraiment commun de la part de TCU qui avait l'habitude de plutôt bien recruter. Là, c'est une petite classe de recrutement. Du côté des départs, on se penchera notamment sur le duo de safety Moehring et Ardarius Washington, hein, qui vont laisser quand même un gros vide, hein. C'était peut-être, alors ils jouaient en 4-2-5, donc il y a 3 safety dans les compositions défensives, mais voilà, c'était peut-être 2 des très gros noms du college football au poste de safety. Voilà, donc les 2 sont partis. Donc voilà, donc ça va être un poste à remplacer. En niveau des pertes, au niveau du portail de transfert, il y a Darwin Barlow, un running back que j'aimais beaucoup, qui est parti pour USC. Un peu bizarrement parce que Zach Evans est arrivé et donc lui a probablement pris la poste de running back 1, mais c'est assez bizarre de le voir partir pour USC. Mais Gary Patterson a su combler un peu les manques de l'équipe avec notamment deux arrivées en prenant des Tigers de Memphis. TJ Carter qui risque de jouer cornerback et Obinaiz qui jouera au poste de tackle. Voilà, parce qu'on sait que l'offensive line, c'est, je pense, le point un petit peu plus compliqué des années précédentes du côté de TCU, mais on y reviendra un petit peu plus tard. Du côté des coachs, Sonny Kirby est parti à Texas Tech pour le même poste. Il revient dans son alma mater. Donc c'est Doug Meacham qui le remplace. Et voilà, petit clin d'œil à un ancien nom du college football de Texas A&M et de TCU, Kenny Gill ou Kenny Friel, comme on disait à l'époque, qui est promu en tant que coach des QB. Donc voilà. Donc c'était pour remettre un petit peu dans le contexte, il a été quarterback à Texas A&M juste après Johnny Manziel, et il avait, je crois, sur un des premiers matchs, il avait craqué les records de Johnny Manziel, donc tout le monde pensait que ça allait être la même chose, mais en fait non, ça a été beaucoup plus compliqué derrière. Il a transféré à TCU pour finir sa carrière. Donc voilà, donc c'est assez marrant, je trouve ça assez cool que voilà qu'il revienne sur ses premiers amours, et voilà qu'il a un poste assez important, quoi. Donc c'est quelqu'un avec pas mal d'expérience, donc c'est assez cool. Allez, petite revue d'effectifs. On va commencer par le poste de QB. Alors voilà, c'est un nom assez connu, hein, du college football. Max Duggan, 3e saison. Il est junior, 3e saison en tant que starter, moteur de l'équipe, joueur assez sympa à avoir joué. Voilà, je pense que TCU vivra et mourra par lui, qu'on soit très clair. Par contre, c'est vrai que c'est une pierre angulaire de l'attaque. Il commence à avoir beaucoup d'expérience. Je crois qu'il a 17 ou une vingtaine de starts ou un truc comme ça. Donc voilà, c'est un joueur sympathique.
En plus de Max Dugan, il y a un joueur là dont on a beaucoup entendu parler parce qu'il a un recrutement très bizarre. Il est natif de l'État de Géorgie, hein, si je dis pas de bêtises. Il avait signé plus ou moins sa lettre avec Georgia et finalement, je sais pas pourquoi, il a arrêté. Personne ne sait pourquoi. On a dit voilà, il y avait des problèmes de comportement, de personnalité, comme on dit dans le jargon. Donc c'est le running back Zach Evans, pardon, qui était borderline 5 étoiles à sa sortie du collège et qui en tant que true freshman a fait une année hyper convaincante avec notamment des stats de yards de moyenne par course qui sont hyper élevés. Il était à quasiment 8, c'est énorme. Donc voilà, donc c'est un joueur qui va être scruté par les défenses adverses et scruté par les scouts et puis scruté par à peu près tout le monde. C'est un joueur hyper explosif, hyper sympathique à voir jouer. Donc voilà, donc probablement le joueur le plus excitant de l'attaque des Horned Frogs. Du côté de la défense, il y a un nom qui ressort, c'est Ochan Matisse, le defensive end. 9 sacs en 2020 en très peu de matchs, hein, c'est quand même des stats qui sont vraiment très très fortes. Voilà, c'est le meilleur élément d'une defensive line qui revient à 100% et qui sera probablement la grande force de cette équipe. Voilà, il y a un duo defensive end Matisse Kerry Coleman qui est hyper intéressant. Coleman qui était le co-freshman défensif de l'année en 2020. Donc voilà, donc beaucoup de certitudes au niveau de la DL du côté des Horned Frogs. Du côté de l'attaque, voilà, on sait que le duo Max Degan, Zachary Evans devrait faire des étincelles. Devrait faire des étincelles si et seulement si l'offensive line a progressé. Parce que c'est vrai que c'était quand même le gros point faible l'année dernière pour TCU. Donc voilà, donc en plus, il y a pas mal de nouveaux joueurs. Donc attention. Voilà, on sait que on vit, on meurt aussi par les lignes défensives et offensives. Voilà, donc là il y a quand même une grosse point d'interrogation qui se pose du côté de la ligne offensive et aussi du corps de receveur. Alors c'est des joueurs qui sont expérimentés, mais il n'y a pas vraiment de gros playmakers. Donc à voir si un joueur est capable de se révéler. Alors on pense à Tay Barber hein, ou Quentin Johnston qui sont les deux gros noms, mais voilà, ça reste quand même des points d'interrogation. De la même façon, il y a quand même des questions qui se posent sur la secondary, comme je vous ai dit, avec la perte de Moehring et de Washington, mine de rien, ça fait quand même des creux. Donc voilà, il y a quand même de ce côté-là, sachant que c'est une défense qui prenait beaucoup de big plays l'année dernière. Donc voilà, à voir s'ils ont fait les ajustements nécessaires pour repartir sur de bonnes bases, puisque voilà, TCU, ça reste une équipe qui progressivement et sur le déclin. C'était un gros nom en 2014, il avait fait une très très grosse saison lors de la première année du College Football Playoff, co-champion de la Big 12 avec Baylor, et petit à petit ça descend. Voilà, donc attention. Doug Patterson est un super head coach, hein, je remets pas ça en question, mais voilà, il y a quand même un programme qui est sur la pente descendante. Alors c'est léger, mais ça reste un programme sur la pente descendante. Donc à voir s'ils vont être capables de remonter la pente. Sachant que le calendrier est pas simple, et notamment le début. Alors, il y a un match contre Duquesne, une équipe FCS en semaine 1 qui devrait être sans trop de soucis. Immanquable. Donc, voilà, immanquable. Voilà, je pense que vous pouvez. Il y a un seul match à regarder, c'est ce match-là. Après, les semaines 2, 3, 4, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a la réception de California, une équipe qui a progressé, une équipe avec des certitudes, un joli match de college football aussi là, celui-là je pense que par contre je vais le mater, j'adore California, donc ça va être très sympathique. Et après, en semaine 3, il y a le Battle of the Iron Skylights contre SMU, donc match de rivalité. Alors c'est encore un match à la maison, mais SMU c'est une forte équipe maintenant du Group of 5, et derrière Texas. Voilà, donc 4 premiers matchs, match 2, 3, 4 très très complexes, et un mois d'octobre pareil, un peu compliqué avec Oklahoma et West Virginia, puis Kansas State. Donc attention pour TCU. Le gros du calendrier est pas simple. Malgré ça, je vois quand même une saison aux alentours du 8-4, 9-3 si ça se goupille bien, s'il n'y a pas trop de blessés, parce que il y a ça aussi qui joue. Hein, c'est avec des classes de recrutement un peu moins bonnes que historiquement milieu des années 2000. Forcément, il y a un petit peu moins de profondeur d'effectif. Donc je pense notamment au poste de receveur. Si il y a 2-3 blessés, ça va vite se ressentir. Donc voilà. Donc je vois un petit 8-4, un petit 8-4 pour les Horned Frogs. Voilà, ce qui devrait être une saison quand même relativement réussie. Sachant que voilà, Max Dugan a besoin de progresser aussi pour amener les Horned Frogs le plus haut possible. Voilà pour TCU.
8-4, ça te semble logique, Augustin? 8-4, ça me paraît hyper peu optimiste, non? Sachant que t'as que des matchs un peu compliqués, Ouais, je ça suis de peut ton vite avis. partir, ça peut vite partir sur un 4-8 ou je sais pas moi, un 5-7. Faudra faire attention. Après, comme tu l'as dit, Baptiste, Gary Patterson, c'est un des meilleurs coachs du college football. C'est aussi la force de ces mecs-là, c'est qu'ils peuvent toujours Après, réussir à compenser. en fait, je crois vachement à la D-line et il y a pas mal d'équipes de la Big 12 qui sont un peu, qui renouvellent leur offensive line et je pense que cette D-line là va faire beaucoup de mal et mine de rien, il y a beaucoup de QB aussi, je dirais pas nouveau, mais je pense à Baylor qui a perdu son QB, à West Virginia qui a pas beaucoup de certitude. Enfin bref, pas mal de matchs où je pense que la DL peut faire énormément de mal à un quarterback, ou même à Texas, hein, un quarterback débutant entre guillemets. Donc voilà, ça peut être intéressant à suivre. Totalement. On va un petit peu s'orienter plus au nord cette fois-ci. Et Augustin, tu vas nous présenter une équipe qui est dans le rouge depuis un bon moment, qui n'a pas le niveau de son équipe de basketball. C'est Kansas, du côté de Lawrence, donc dans le Kansas, vous l'avez deviné. Comment ça va se passer pour Kansas en 2021, Gus? Alors ouais, Elio, tu as raison de mentionner qu'on ne parle pas d'une équipe de basketball puisque nous parlons plutôt des joueurs que pour la plupart vous ne connaissez pas et moi-même que je connais pas, hein, mis à part un ou deux noms. Donc au revoir les Joel Embiid, Marcus ou Markieff Morris. Pour revenir sur l'année 2020, Kansas sort encore d'une saison pitoyable, 9 défaites pour 0 victoire, le bilan parle pour lui-même. Quand tu fais 0 victoire en college football, donc certes il n'y avait pas de Cupcake Games face à l'équipe de FCS, que Kansas a l'habitude d'affronter tous les ans, et encore parfois Kansas arrive à perdre face à ces équipes. Je pense notamment à des teams comme McNeese State ou Tarleton State contre qui Kansas a perdu ces dernières années. Donc voilà, pas une seule victoire, que des défaites, et c'est surtout que des blowouts, sauf un pauvre match face à Texas Tech, mais bon, le Texas Tech de l'an dernier était loin d'être une référence en Big 12, ce qui fait que c'était leur pire saison, enfin, c'était une de leurs pires saisons depuis 2008, parce que leur dernière saison positive remonte à cette fameuse année 2008, donc un an après leur saison exceptionnelle où ils ont terminé 4e à la iPeople en 2007. Du côté de l'intersaison, là aussi, ça a été très très mouvementé. Vous n'êtes pas sans savoir que Les Miles, donc ancien coach légendaire de LSU qui avait rejoint le programme de Lawrence en 2019, il n'a pas réussi à inverser la dynamique, et même pire, il a été au cœur d'un scandale dont évidemment le programme serait bien passé et qui lui a coûté son poste. Si vous voulez les détails, c'est qu'il a eu des comportements inappropriés avec des femmes quand il était à LSU. Voilà, on en a assez parlé, on va passer sur du sportif maintenant. Donc cette affaire lui a coûté son poste, il a quitté Kansas d'un accord à l'amiable, donc il n'a pas été viré, il est quand même parti avec une contrepartie financière assez importante, et il a été remplacé par le head coach de Buffalo, Lance Leopold, et là je pense que ça peut vraiment être un motif de satisfaction ou du moins d'optimisme, parce que Lance Leopold était une prise inespérée pour le département athlétique des Jayhawks, évidemment quand on connaît la qualité de ce coach et quand on voit le passif d'une équipe comme Kansas. Donc voilà, Buffalo était un cadre de la MAC, et c'est quelque chose que je trouve hyper appréciable de réussir à attirer un des coachs qui étaient les plus convoités sur le marché des coachs. Et d'ailleurs, en parlant de Lance Leipold, quand on avait interviewé Jordan Avicet en début d'année, pour ceux qui suivent un petit peu le podcast, le Français qui jouait du côté de Buffalo, il nous avait parlé d'un coach qui était venu le voir pour le recruter directement dans son lycée au Canada, et c'était Lance Leipold, pour la petite anecdote. Voilà. Donc il se retrouve être coach du côté de Kansas. Et d'ailleurs, Lance Leopold va ramener, en plus de beaucoup d'assistants qui étaient aussi ses assistants à Buffalo, son coordinateur offensif en la personne de Andy Kotelnicki, qui aura la lourde charge de créer une bonne attaque. Vous allez me dire, ça fait 10 ans qu'on la cherche, cette bonne attaque. Voilà, comme ça, la pire attaque de Big 12, tout simplement, seulement 16 points par match. Du côté de la revue d'effectifs, le quarterback titulaire devrait être Jason Bean. Alors, on n'est pas sûr pour l'instant, mais d'après ce que j'ai lu, ça devrait être lui. C'est un nouveau quarterback en fait, qui est arrivé depuis le portail des transferts. C'était titulaire du côté de North Texas. L'année dernière, il a inscrit 14 touchdowns pour 5 interceptions.
Voilà, il devrait surplanter les deux autres, Miles Kendrick et Jalen Daniels, qui ont eu beaucoup de mal l'an dernier. Il se dit qu'il devrait remporter ce spot de titulaire. C'est un quarterback supersonique et j'abuse vraiment pas de ce mot. Je pense que c'est celui qui est approprié. C'était une ancienne star en athlétisme du côté du Texas. Il a fait notamment des très bonnes performances au lycée. Il courait notamment le 100 mètres en 10 secondes 47. Donc 10 secondes 47 pour tous ceux qui suivent un petit peu l'athlétisme. Bon, évidemment, il manque 50 secondes pour être dans le gratin, 50 centièmes pour être dans le gratin mondial, mais ça reste un temps de malade. Tu faisais aussi bien toi au lycée, Gus? Ouais, moi c'était plus une transhumance. Kansas a aussi perdu beaucoup de joueurs sur le portail des transferts, des pertes hyper importantes, et ça se comprend quand ton head coach part, avec notamment Andrew Parchment, le receveur, qui était une des seules éclaircies dans ce ciel sombre qui était celui de Kansas. Il est parti à FSU, mais c'est surtout la défense qui a le plus perdu, avec 8 joueurs qui ont quitté le programme. Donc là, ça a vraiment été un vide à combler, et je pense que Lance Leopold a eu recours, en fait, a eu besoin de recourir au portail des transferts au dernier moment pour aller chercher des joueurs, 10 en tout, il y en a eu 10, dont 6 joueurs des Bulls de Buffalo. Donc voilà, en plus de ramener des assistants, il a ramené des joueurs. Et là, c'est pour moi. Et ils ont aussi fait venir Colin Grunhardt, un O-line de Notre-Dame. Et ça fera jamais de mal quand on sait que la O-line de Kansas est une des pires du pays. La question que tout le monde se pose, et je pense qu'elle est assez unanime, est-ce que Lance Leopold va-t-il réussir à imposer sa patte spéciale, celle qui lui a fait gagner 6 titres 3e division NCAA avec Wisconsin Whitewater et des titres de MAC avec Buffalo? Est-ce qu'il va réussir à imposer sa patte dès cette année? Alors, qu'on soit clair, non. C'est pas en un an qu'en college football, on change la destinée d'un programme, parce qu'on se construit sur le long terme, avec des infrastructures, avec du recrutement. Mais cette année va être importante pour le futur du programme, parce que s'il arrive à gratter quelques victoires, son programme va pouvoir gagner en attractivité. Et c'est ce dont a besoin Kansas, puisque ça fait trop longtemps qu'ils galèrent. Et cette dynamique de loser ne peut pas continuer à leur coller à la peau. Et c'est pour ça que je vois l'arrivée de Lance Leopold d'un très bon œil. On ne l'avait pas eu dans notre épisode où on notait les nominations des head coachs en NCAA. Moi, je mettrais un bon 18 sur 20 à cette nomination. Donnez-moi vos notes, Elio et Baptiste. Oui, enfin, moi, ça se tourne autour de 16 et 17, comme tu dis. Je pense que, au vu des circonstances et du timing, tu pourrais pas faire mieux. Donc après avoir dans les résultats, mais oui, sur le papier, c'est peut-être en termes quantitatif, qualitatif, je sais pas, les deux, c'est le plus intéressant. Jean-Baptiste, sincèrement, c'est quasi un miracle de récupérer un coach comme Leopold qui accepte un poste aussi pourri, pour être assez cru dans mes mots. Et justement, c'est aussi une belle image de lui pour montrer que c'est un challenger. Vraiment très très bien joué de la part de Kansas quand même de récupérer un coach comme lui. Donc voilà, vous l'avez compris, c'est plutôt une question d'années que de mois pour Kansas. Du côté du calendrier, on va faire vite. Bon, il y aura un premier match face aux Coyotes de South Dakota, une équipe de FCS. Puis après, ils se déplaceront à Coastal Carolina, à Conway, dont ils avaient perdu l'année dernière à domicile. Et sincèrement, bon, vous le savez, ils vont jouer contre tous les matchs, ils vont jouer contre toutes les équipes de Big 12. Et là, je vois mais réellement zéro victoire. Même face à South Dakota, ça va être compliqué. Alors là, je pars sur un prono. Il est couillu celui-là, mais il n'y aura aucune victoire. Et la seule équipe qu'ils peuvent battre, c'est South Dakota. J'aurais pu mettre Duke, mais je pense que Duke est beaucoup plus stable, a beaucoup plus de certitude que cette équipe de Kansas. Attendez-vous à une saison assez dégueulasse de la part des Jayhawks. Ce qui aurait été couillu, c'est que tu n'annonces aucune défaite. Ça aurait été c'est clair. J'avais pas pisté qu'il y avait un Duke Kansas. Celui-là, il est pas beau. Celui-là, il est vraiment pas beau. Un des pires matchs interconférences, parce que je suppose que ce match-là a dû être programmé il y a une dizaine d'années. Bon, je sais où Kansas était un petit peu près dans le paysage du college football. Duke, j'en ai aucune idée. Mais je pense pas que les deux départements athlétiques s'attendaient à. En fait, ils se sont plantés, ils pensaient programmer un match de basket, ils se sont retrouvés avec un match de foot. Ah, ceci dit, ça aurait eu de la gueule. Je te jure, ils se sont trompés de sport.
On retourne du côté du Texas. Cette fois, on va du côté de Austin chez les Longhorns, les fameux Longhorns. Alors, Texas, ça va être compliqué d'en parler parce que j'ai l'impression que chaque année, on se dit que ça peut aller mieux l'année suivante et finalement, chaque année, ça va moins bien. La rétrospective de 2020, déjà, eh bien, pour la saison 2020, Texas s'en sort avec 7 victoires et 3 défaites. Des victoires pas forcément clés, je dirais, parce que c'est face à Texas Tech, alors Oklahoma State, excuse-moi Baptiste, West Virginia, voilà, pour les plus grosses équipes, et des défaites face aux équipes majeures de Big 12, hein, qui sont Oklahoma, TCU et Iowa State. Cela dit, quand même, pour un petit peu défendre Texas, défaite face à TCU 31-33. Défaite en overtime face à Oklahoma, donc on parle d'Oklahoma 53-45 pour le River Showdown, Red River Showdown, excusez-moi, et défaite de 3 points face à Iowa State. Donc ça reste quand même des petites défaites, mais encore une fois, ils n'ont pas su faire la différence face aux plus grosses équipes de Big 12. Ils se sont retrouvés 19e du classement AP-Poll en fin de saison et à l'Alamo Bowl. Du côté de San Antonio pour une victoire assez facile face à Colorado, 55-23. Donc quand même une victoire en bowl pour Texas l'année dernière. Du côté de l'intersaison, il y a eu énormément de pertes et c'est là où ça commence à sentir mauvais pour le programme d'Austin avec Samuel Cosmi, le tackle, star, qui est parti du côté de Washington à la draft. Joseph Osai, le defensive end / linebacker, qui est parti du côté des Bengals. Caden Stearns, qui dirigeait le backfield, qui est parti du côté des Broncos. Et bien sûr, le quarterback titulaire en puissance, qui était là depuis un long moment, Sam Ehlinger, qui est parti du côté des Colts. Alors, au niveau du coach, Tom Herman a enfin été viré au bout de 3 saisons bien pourries. Enfin, bien pourries pour les qualités qu'il pouvait avoir entre ses mains. On parle encore une fois, je suis désolé Baptiste, mais de Big 12. Donc je pense que Texas aurait pu faire un peu mieux sur certains points. Et il a été remplacé par Steve Sarkisian, qui était offensive coordinator d'Alabama cette année. Qui était l'ancien coach de Washington, de USC et l'ancien offensive coordinateur des Falcons, mais encore une fois, qui était offensive coordinateur d'Alabama cette année. Alabama qui ont tout déchiré. Donc, très belle arrivée pour Texas, ça c'était un petit peu inespéré. Ils ont un nouvel offensive coordinateur, bien entendu, c'est Kyle Flood, qui était l'ancien O-line coach d'Alabama et ancien head coach de Rutgers. Ils ont un nouveau defensive coordinator qui est Pete Kwiatkowski, qui était l'ancien defensive coordinator de Washington. On sait que Washington, pendant longtemps, ont une bonne défense et de Boise State. Et ils ont la 15e meilleure classe de recrues du pays. La 2e en Big 12, avec notamment en tête d'affiche Jatavian Sanders, qui est un 5 étoiles et le premier athlète du pays. Derrière, ils ont quand même réussi à recruter 10 joueurs 4 étoiles. Donc, c'est pas si mal pour Texas. C'est pas mauvais, c'est pas non plus ce qu'il y a de meilleur. Après, alors, bien sûr, on parle de problèmes de riches. Au niveau des transferts, ils ont réussi à récupérer l'ancien 5 étoiles d'Alabama, Ben Davis, qui était le premier inside linebacker il y a 2 ans. Ils ont réussi à récupérer aussi Keenan Robinson, qui est un running back 4 étoiles d'Alabama. On connaît un petit peu les qualités des running backs d'Alabama, en tout cas qui y passent. Et 5 autres joueurs issus de grosses facs. Donc ça pose quand même une base solide. Et puis ça dit bien aussi ce que Sarkisian a envie de faire et l'envie des joueurs d'aller rejoindre Steve Sarkisian. Au niveau de l'effectif, cette année, on peut parler du poste quarterback après le départ donc, de Sam Ehlinger. On va se retrouver... Alors, on n'a aucune info. Sarkisian n'a rien annoncé, les spring practice n'ont rien montré parce que c'est vrai qu'ils ont eu les 2 quarterbacks qui vont se battre pour le poste de titulaire n'ont pas fait forcément de belles performances chacun. Va y avoir une bataille entre Casey Thompson qui est là depuis 2 ans, qui a un petit peu plus d'expérience que l'autre quarterback. Casey Thompson a annoncé 6 touchdowns pour 0 interception en 2020. Bon, on va être honnête, c'était pas ce qu'il y avait de plus difficile quand même, les touchdowns qu'il avait lancés. Et l'autre quarterback, c'est Hudson Card, qui a un 4 étoiles, le 2e du Alfred du pays en 2020, donc un jeune quarterback qui a un potentiel assez intéressant quand même. Au niveau des forces de l'équipe, on a le running back, et là, je vous demande de retenir son nom absolument, Bijan Robinson, qui était le running back numéro 1 lycéen en 2020, donc un 5 étoiles bien sûr, qui a été auteur d'une saison freshman incroyable, 703 yards et seulement 4 touchdowns, mais on sait qu'il partageait les snaps avec Keontae Ingram qui devait casser les lignes, Baptiste. Ouais, et puis c'est 700 yards sur la fin de saison. Il a très peu joué en début de saison. D'ailleurs, les fans de Texas en voulaient beaucoup à Herman a posteriori. C'est que, en fait, Herman l'a pas du tout fait jouer au début. Et il finit, je crois, sur plus de 3 matchs à 100 yards, un truc comme ça. Enfin bref, c'est une grosse fin de saison pour Robinson. C'est ça. Sachant que Ingram qui a transféré
À USC, il a transféré, si je dis pas de Ouais, conneries. mais toute la Big 12 finit à USC, genre. Ouais. Était le titulaire numéro 1, était surtout celui qui mettait les touchdowns quand il se retrouvait dans les 5 yards, adverses. Donc voilà, c'est ce qui a un petit peu aussi baissé les stats de Robinson, mais c'est un des joueurs les plus excitants du pays. Hein. Vraiment, retenez son nom, Bijan Robinson. La D-line est de retour aussi avec 2 starters et 5 joueurs qui faisaient partie de la rotation. Ça va être une belle D-line, notamment menée par Keandre Coburn, hein, qui est le defensive tackle, qui était DN de base, qui est passé inside D-line et qui devrait avoir un rôle clé. Il a eu un très bon spring game hein, d'ailleurs, avec, je sais plus, je crois qu'il a mis 3 sacs pendant le match, un truc comme ça. Donc voilà, Keandre Coburn. Et il y a aussi l'arrivée de Ray Thornton, qui est un ancien joueur 4 étoiles d'LSU, donc qui arrive en transfert et qui peut aider à remplacer Joseph Ossai, parce que c'est exactement son rôle. C'est un linebacker / DN. Hein, donc c'est exactement ce que jouait Ossai l'année dernière. Au niveau des faiblesses de l'équipe, bah, c'est quand même la plupart des postes hein, qui sont pas forcément très talentueux ou en tout cas qui ont été mal remplacés cette année. On se retrouve pas avec des joueurs exceptionnels sur les postes. On a eu des départs. Hein. Je pense à Stearns, je pense à la O-line, je pense au poste linebacker. Du côté des linebackers, il n'y a pas un linebacker au nom un peu bizarre, là, Demarcus Overshawn. Et lui aussi, c'était une très très grosse recrue à la sortie du lycée. Je me souviens, ça faisait partie de ces. Ils avaient, je crois, il y a 3 ans, ils avaient chopé, je sais pas combien de joueurs. Il était DB au départ, je crois, Overshawn. Et ils étaient surhypés. Je crois que c'était la même classe de recrutement que Stearns, si je dis pas de bêtises, au niveau lycéen. Mais ils avaient une très bonne classe, hein, je me rappelle, ils avaient eu des bons safety, un bon backfield, tout ça, enfin au niveau de la classe, et des classes, mais finalement on voit... Texas se revendique DBU hein, depuis les années Earl Thomas. Ouais, depuis les années Earl Thomas, quoi. Ouais, ça qui ne joue plus d'ailleurs en NFL. Bon, il y a peu de gros receveurs aussi. Hein. Il y a seulement 2 receveurs de retour sur les 5 qu'on joué l'an dernier. Il y a quand même le sophomore Joshua Moore qui a mis 9 touchdowns l'année dernière, donc qui peut devenir le receveur numéro 1 de Texas. Donc à garder un œil sur lui. Après, la question que tout le monde se pose, c'est cette saison. Je parle seulement de cette saison. Est-ce que Texas va-t-il se vautrer? Vous en pensez quoi, vous, les gars? On va parler du calendrier après, mais déjà, est-ce que d'avance, ça sent pas très bon quand même pour les Longhorns? Moi, je te trouve hyper sévère quand même. Je te trouve très très sévère. Je pense qu'il y a effectivement, il y a beaucoup de très bons joueurs qui sont partis, mais il y a quand même du talent. Hein. Il y a du talent. Alors effectivement, la question du quarterback se pose, mais c'est quand même des joueurs qui ont un peu joué, pas beaucoup, mais qui ont un peu joué. Ils sont pas totalement dans l'inconnu non plus, et ils ont 2 quarterbacks à peu près au niveau. Ça veut dire que s'il y en a un qui se blesse ou qui est moins bon, le mec qui arrive derrière, théoriquement, il est à peu près, voilà, ils ont un peu des certitudes. Je le trouve très dur avec les Longhorns. Je pense que Sarkisian aura le même matériel que Herman, mais là où il va peut-être en fait pouvoir se différencier, se distinguer de Tom Herman, c'est dans sa capacité à les convertir en de bons joueurs. Parce qu'on a souvent reproché à Tom Herman de disposer de superbes classes de recrutement, de joueurs au lycée qui étaient ultra performants, et on lui reprochait de ne jamais avoir réussi à en faire des bons joueurs NFL, ou du moins des joueurs qui vont en NFL. Et c'est là où en fait tout va jouer. Est-ce que Steve Sarkisian va être capable de faire ces joueurs qui sont annoncés comme des stars en college football? Et s'il y arrive, je pense que le programme de Texas ne se votera pas du coup. C'est ça, moi c'est la question que je me pose, c'est un petit peu la durée de transition sur lequel Sarkisian peut commencer et d'ailleurs son nouveau offensive coordinateur et son nouveau defensive coordinateur, parce que c'est vrai que c'est important ça aussi, en combien de temps ils vont commencer à changer les joueurs, à voir s'ils arrivent dès la première saison à développer ces joueurs, si c'est possible de voir de belles choses dès la première saison. C'est plus cette question-là en fait que je me pose. Quand je dis est-ce que Texas va se vautrer, c'est pas dans un sens où ils vont faire un 0-12, tu vois, c'est juste que est-ce qu'ils vont vraiment galérer cette année parce qu'il y a cette transition qui va prendre du temps ou pas, justement. Ouais, Bat? Je pense qu'en fait, c'est comme dit Gus, c'est est-ce qu'ils vont être capables de développer ces joueurs-là, parce que là, tu vois, en niveau de la secondary, t'as Anthony Cook, t'as BJ Foster, c'est des mecs qui étaient ultra hypés en sortie de. C'est la même classe de recrutement que Overshawn et que Stern d'ailleurs, c'était des mecs qui étaient overhype à la sortie du bahut et après qui n'ont pas progressé en tant que joueurs. Donc ça sera ça. Il y a du matos théorique
qui est énorme à Sarkisian de faire le job derrière pour que ces mecs-là, ce ne soient pas que des promesses, mais ce soient aussi des super joueurs, quoi. À noter qu'il y a un joueur qui est super intéressant, c'est Collins, le defensive tackle, seulement sophomore, mais qui devrait être un futur monstre. Du côté du calendrier de Texas, ça démarre avec 3 matchs face à des équipes qui ne sont pas en Big 12. Hein. Ça démarre face à Louisiana à la maison. Ensuite, deuxième semaine, déplacement du côté d'Arkansas. Et troisième semaine, ils reçoivent Rice, qui est une équipe texane, toujours du côté d'Austin. On a aussi des matchs face à Oklahoma et Oklahoma State qui vont s'enchaîner le 9 et 16 octobre et un match face à Iowa State le 6 novembre. C'est surtout les grosses affiches. Après, le reste, c'est que du calendrier Big 12. Moi, mon prono, c'est 7 victoires, 5 défaites, avec des défaites face à Arkansas, parce qu'Arkansas, mine de rien, ça arrive vite. Ça arrive dès la week 2 et Arkansas était bon en sec l'année dernière. Ils ont une belle équipe et ils n'ont pas perdu énormément de joueurs. Je pense qu'ils vont être chauds dès le début de saison et qu'ils vont vouloir taguer un gros match hors conférence. Donc Arkansas devrait gagner. Oklahoma la victoire. Je pense que TCU aussi peut gagner, sachant qu'ils ont ce retour Max Duggan, Zach Evans qui peut déjà être bien en place et un peu faire mal à la défense de Texas. Oklahoma State aussi, pourquoi pas, ou West Virginia, un des deux. Ça sera un petit upset et Iowa State qui s'impose. Gus, je sais que tu veux réagir sur ce calendrier. On a souvent tendance à The Trick Play d'insister sur les matchs interconférences. Et pour moi, le match Arkansas-Texas, c'est un match à ne louper sous aucun prétexte. Déjà parce que ça va être un match intéressant d'un point de vue footballistique. Et parce que le match a une histoire de fou. Parce qu'il faut savoir que Arkansas et Texas étaient deux rivaux de la Southwest Conference qui date d'il y a un temps. Nous trois, on n'était même pas nés. Encore toi, oui, mais moi... Et la première rencontre avait eu lieu en 1894, donc ça remonte. Et si ce match est connu, c'est parce qu'il avait été annoncé il me semble que c'était en 1969 comme un des matchs du siècle pour fêter les 100 ans du college football. À ce match-là, il y avait eu Richard Nixon et tout, il y avait eu un engouement de malade dans le pays. Et rien que pour ça, je pense que c'est un match qu'il va falloir regarder pour se remémorer un petit peu cette vieille conférence et cette rivalité un petit peu disparue du college football. Baptiste ? Ouais, je pense que tu as tout dit sur le contexte de ce match-là. C'est un match qui va faire plaisir aux puristes du college football. Et moi, je vais monter 7 jours avant. Attention à ce match contre Louisiana. Attention. Je pense que c'est un des matchs les plus sous-cotés de la semaine 1. Alors, les deux équipes pourraient être classées dans la people de début de saison. Mais voilà, ce match-là, ça pue le trap game à 10 000 bornes. Louisiana est une équipe qui sera hyper forte. Il y a un paquet de retours. Voilà, ça va être un match hyper cool. Enfin, encore un des gros matchs de semaine 1, comme si on n'en avait pas assez, quoi. Tu sais quoi, sincèrement, et quand j'ai fait ma preview, j'avais mis Louisiana peut-être vainqueur, et après je voyais le bilan de 7-6 que je mettais à Texas, je me suis dit, bon, t'abuses un peu, à voir. Mais c'est vrai que dès la week 1, mais c'est ça, week 1, week 2, là, pour Texas, ça va être d'entrée de jeu, va falloir assurer, il va falloir que le QB qui soit en charge, en tout cas, assure d'entrée de jeu. Ça, il y a pas de négociation là-dessus. En tout cas, pour moi, Texas, ça semble pas forcément super sexy sur le papier, mais après, c'est vrai que l'arrivée de Sarkisian, elle est super excitante, en revanche, et que j'aimerais bien voir ce que ça donne, parce que si Sarkisian fait bien jouer ces joueurs-là cette année, les classes de recrutement derrière, ça peut commencer à suivre, mais quand je parle de classes de recrutement, c'est vraiment de très belles classes de recrutement. Voilà, encore mieux que ce qu'ils font actuellement. Donc, je suis quand même assez excité et impatient de voir ce que ça peut donner avec l'arrivée de Stevie. On reste dans le Texas et cette fois-ci, on va aller dans l'université technique du Texas. Baptiste, Texas Tech du côté de Lubbock, l'université de Patrick Mahomes, bien sûr. Attends, j'ai juste 2 minutes, ça me fait rigoler parce que je me rends compte que Texas joue Rice aussi. En fait, c'est deux présidents américains qui sont assez mis à l'honneur entre guillemets sur le calendrier de Texas, parce que donc il y a l'anecdote que Gus a raconté sur le match contre Arkansas, le Game of the Century où Nixon était présent. Et en fait, le Rice Texas, il y avait Kennedy qui avait
poser une question, pourquoi on va sur la Lune, pourquoi Rice joue Texas. Donc voilà, c'était un autre petit clin d'œil historique. Ça m'a fait, je ne pistais, donc ça m'a fait rigoler. Bon, direction Lubbock, donc plus au nord-ouest d'Austin. C'est un petit peu moins sexy. Il y a un peu plus de sable et de tempête là-bas. La situation commence d'ailleurs à être un petit peu compliquée pour Matt Wells, qui est arrivé de Utah State il y a 2 ans. Donc là, ça va être sa 3e saison. Une saison 2020 compliquée. Un bilan de 4-6 avec des défaites complètement honteuses. Je pense la défaite contre Kansas. Je veux dire, ça c'est quand même à la limite de la faute professionnelle. Et historiquement, une défense mauvaise, mais une attaque aussi complètement en berne. Alors c'est vrai qu'on est loin des années Mike Leach, du spread à tout va, ou même de Patrick Mahomes un petit peu plus tard avec Coach Bro. Donc Matt Wells qui commence doucement mais sûrement à être sous pression. Alors du coup, il a senti quand même que ça commençait à être compliqué. On a parlé à un TCU, le départ de Sonny Cumbie, du coup pour Texas Tech. Donc un ancien QB de la maison, il était d'ailleurs QB sous Mike Leach. Donc voilà, c'était un QB des grandes années de Texas Tech. Donc qui est pour moi un très bon choix. C'est un mec qui revient à la maison, un mec avec de l'expérience, etc. Du côté des joueurs, il y a eu quand même un gros séisme, c'était le départ d'Alan Bowman, le quarterback titulaire, qui est parti à Michigan. Un petit peu départ un peu bizarre, mais voilà, vite remplacé par Tyler Shaw, comme on dit dans la prononciation compliquée avec le SHOUGH, mais voilà, on va essayer de faire au mieux. Donc qui arrive lui en provenance d'Oregon. Donc lui pareil, un quarterback avec pas mal d'expérience. Donc voilà, honnêtement, je ne sais pas trop s'ils y perdent, ils gagnent au change. Voilà, il y a quand même ce côté, on change de conférence, on change de système, etc. Mais voilà, en tout cas, ils ont su quantitativement et qualitativement, je pense, remplacer leur départ de QB. Ça, c'est hyper important. Par contre, au niveau des postes de receveurs, il y a eu énormément de départs, que ce soit à la draft, en transfert, ou même des mecs qui ont fini leur année d'éligibilité, qui n'ont pas souhaité revenir. Donc voilà, ça sera un poste qui est un petit peu décimé. Du côté par contre des arrivées, il y a le tackle de TCU, TJ Storment, qui arrive. Ça, c'est plutôt intéressant à suivre. Donc, il a suivi son offensive coordinateur. Donc, au niveau de la revue d'effectifs, donc j'ai parlé du poste de quarterback. Alors, il n'est pas officiellement QB1, mais théoriquement, il devrait l'être. Donc, Tyler Shaw, excellente année 2019 avec les Ducks. À voir s'il continue sur cette lancée-là. Je pense que c'est celui qui donne le plus de certitude à l'heure actuelle et donc qui devrait jouer. Alors, au niveau des joueurs clés en dehors du poste de quarterback, on a le receveur Eric Ezukanma, qui est probablement le joueur le plus talentueux au poste de receveur, mais qui s'est blessé au niveau des spring practice. Est-ce qu'il sera de retour à 100% en septembre? C'est la bonne question, mais théoriquement, d'après les échos qu'il y avait eu, il devrait sortir une très très grosse saison 2021, sous condition qu'il soit en bonne santé. Du côté de la défense, le defensive tackle Tony Bradford Jr. Est de retour. Il a fait une excellente saison. Il a fait une excellente saison 2020. Et ça devrait être le fer de lance d'une defensive line qui est de retour à 100%. Voilà, c'est pareil que TCU, je l'ai parlé un petit peu plus tôt. Donc, un front seven qui aura beaucoup d'expérience et des gros plaqueurs. Voilà, je pense que ça va être en espérant qu'elle ait progressé, parce que comme je vous ai dit, l'année dernière, la défense était quand même pas terrible. Mais ce front seven a quand même de l'expérience, donc là, c'est pas perdu. Les faiblesses reviennent au niveau du corps de receveur, qui est totalement à reconstruire. Est-ce qu'il y aura des playmakers? Alors moi, j'ai une petite piécette à donner sur Miles Bryce, un true sophomore, qui est assez excitant, un petit peu profil couteau suisse, donc à suivre. C'est un joueur que j'aime beaucoup, pas simplement parce qu'il était commit à Oklahoma State avant de décommit et d'arriver à Texas Tech, mais parce qu'il a sorti une très bonne fin de saison. Voilà, c'est un joueur plutôt cool à suivre. Donc, la question que tout le monde se pose, c'est à quelle vitesse Tyler Shaw arrivera à prendre les rênes de la nouvelle attaque et à lancer enfin le programme de Texas Tech, parce que là, c'est vraiment, depuis les années Mahomes, c'est une espèce d'état végétatif pour les Red Riders. Donc voilà, donc ça reste à voir, est-ce que le quarterback va réussir à relancer, même peut-être pas les années Mike Leach, mais voilà, en tout cas, remettre le programme sur un bon programme du Big 12.
Au niveau du calendrier pour 2021, ça commence par le Holgersen Bowl, j'ai envie de dire, contre Houston au Energy Stadium de Houston. Donc un match qui va être pas si simple que ça. Bon, Houston est un peu rentré dans le rang, donc je pense que c'est un match gagnable par Texas Tech. Après, il y a un match FCS contre Stephen F. Austin, les Lumberjacks, plus connus pour l'équipe de basket là aussi. Ça devrait être sans souci. Il y a les Panthers de FIU. Ouais, ça fait pas rêver quand même, hein, ce calendrier hors conférence, hein, qu'on soit très clair. Après, par contre, c'est compliqué d'entrée de jeu. Texas, West Virginia, TCU, les 3 premiers matchs de Big 12. Une Idle Week très très tard dans l'année, le 6 novembre. Donc je pense qu'en plus ils finissent par Oklahoma avant le bye week. Donc je pense qu'ils auront qu'ils vont tirer un petit peu la langue, nos amis des Red Raiders. Voilà, je pense que ça va être compliqué. Ils finissent par Iowa State, Oklahoma State et Baylor. Honnêtement, s'ils finissent à plus de 5 victoires, ça sera quand même une très grosse surprise. Même là, j'ai mis 5-7, mais en fait, avec le recul, en fait, ce qui les sauve, c'est leur calendrier interconférence. Parce que je pense que c'est 3 matchs gagnables. Mais voilà, s'ils gagnent 2 matchs dans la Big 12, ça sera déjà bien. Donc, allez, 5-7. Et ça sera déjà bien. Et Matt Wells, qui va commencer à être sous pression. Voilà. On a hâte de voir quand même, comme tu le disais, Tyler Shaw avec Sonny Cumbie en offensive coordinator. Franchement, ça va être sympa, sachant que Cumbie, ça est un des gars qui dirigeait, qui a même fait grandir Max Duggan du côté de TCU. Donc, à voir comment ça se goupille. On retourne du côté du Texas. On vous a dit, je vous ai dit, c'est très très rodéo aujourd'hui. C'est très 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 Texas. Et très rodéo. Ouais. Justement, en parlant de rodéo, une sorte de rodéo, on va dire ça comme ça. On va parler de Baylor. La fac préférée de Baptiste. Voilà, les vrais comprendront les sous-entendus. Baylor, du coup, qui va nous être présenté par Baptiste, justement. Baptiste. Mais ça va pas, non. C'est quoi le prochain truc? C'est je fais Oklahoma aussi, quoi, pendant qu'on y est. Bon, allez, je me suis dévoué. Enfin, j'ai pas eu le choix. Merci, Baptiste. On part du côté de Waco, au Texas. Petite rétrospective 2020. Ça a été la première saison de Dave Aranda en tant que head coach. Je rappelle qu'il est l'ancien défensif coordinateur de LSU entre 2016 et 2019. Quand vous savez les défenseurs qui sont passés à LSU à cette période, vous pouvez vous attendre à ce que la défense des Bears soit excellente. On aura l'occasion d'en parler un petit peu plus tard. Du coup, c'est un coach défensif qui a remplacé Matt Rhule, qui lui aussi était un coach défensif. Je trouve que le choix est excellent, puisqu'il s'inscrit dans la continuité d'un programme qui a besoin de repères et qui a besoin d'appuyer sur une identité. Et cette identité, elle est défensive. Du côté de la saison, elle a été compliquée. 2 victoires seulement face à Kansas et Kansas State. Autrement dit, ça ne fait pas rêver pour cette défaite. Ça vient réellement contrebalancer la saison 2019 sous Matt Rhule, qui avait été exceptionnelle, donc 11 victoires pour 3 défaites. Il n'y avait eu qu'une seule défaite en saison régulière au bout du suspense face à Oklahoma, plus une défaite encore une fois face à ces mêmes Sooners en Championship Game. Et enfin, une défaite au Sugar Bowl face à Georgia, mais on va vite passer ça puisque c'était en 2019. Donc voilà. Le job n'était pas facile du tout, puisqu'il a dû prendre la relève d'un Matt Rhule qui a laissé un très bon souvenir à Baylor, et aussi parce qu'il a dû composer avec le Covid-19. J'ai lu que Aranda avait vu ses joueurs pour la première fois qu'à partir de août, donc c'est-à-dire 1 mois avant le début de la saison. Tout ça pour vous dire qu'on a connu mieux comme prise de fonction. Au niveau de l'intersaison, Dave Aranda a fait venir un nouveau coordinateur offensif en la personne de Jeff Grimes, qui était le coordinateur offensif de BYU, qui est un spécialiste de la O-line et un adepte du jeu à la course. Donc vous allez me dire qu'une défense forte et un jeu à la course, là on part vachement sur du Wisconsin un petit peu, pour essayer de vous donner une idée. Ce coordinateur offensif a la particularité d'avoir développé Zach Wilson et l'attaque des Cougars, donc ça peut paraître un petit peu antinomique avec ce que je viens de dire par rapport à son amour du jeu à la course. Mais voilà, quoi. Il a développé Zach Wilson, il a fait de l'attaque des Cougars une des plus prolifiques du pays, qui était du coup la 3e en termes de scoring yards. Et ça va faire un bien fou à une attaque qui manquait vraiment de peps ces dernières années.
depuis en fait Robert Griffin III, qui est parti à la draft en 2014 ou 2015 si je dis pas de bêtises. Donc voilà, je vois vraiment cette arrivée d'un bon œil et qui va en fait permettre aussi de bien mieux recruter. Donc voilà, ça peut être super intéressant. Au niveau de la revue d'effectifs, et là ça fait vraiment mal, le quarterback titulaire Charlie Brewer, qui était du coup la star ces 3 dernières saisons à Baylor, hein, qui était le titulaire sur 39 matchs, a transféré du côté des Utes d'Utah. La compétition se fera entre 4 QB, mais d'après Aranda, le poste titulaire se jouera entre Gary Bohannon, qui était le backup de Charlie Brewer pendant 3 ans, et Jacob Zeno. Mais apparemment, Gary Bohannon aurait la faveur des pronostics. C'est un profil bien plus coureur, bien plus physique, et Jeff Grimes, le nouveau offensive coordinateur, apprécie plus ce type de profil. Au niveau des forces de l'équipe, évidemment, je suis obligé de parler de la défense. On va faire ça sur toutes les lignes. Toutes les lignes de la défense de Baylor sont excellentes, avec notamment le defensive tackle Siaki Ika, qui est un joueur qui est arrivé de LSU. Alors je vais vous citer ce que m'a dit Ryan d'LSU France. C'est un gros lardon dissuasif sur le run stop et c'est un profil de rêve dans une 34. Donc voilà, il aura un impact immédiat sur cette défense. Petit plaisir là pour Valentin, retour de Terrell Bernard qui aurait pu se présenter à la draft l'année dernière. Et voilà, un retour qui est une vraie bénédiction pour le programme parce que c'est tout simplement l'un des meilleurs linebackers du pays, une machine à plaquer et un leader de vestiaire. Et le meilleur pour la fin, le corps de DB avec le duo de cornerback Ralef Texada et Callan Barnes. Et enfin, 3 safeties de haut niveau, Christian Morgan, J.T. Woods et surtout le safety / linebacker Jalen Pitre, qui était le meilleur plaqueur et celui qui a réalisé le plus de plaquages pour perte l'an dernier. Donc voilà, une secondary, j'ai pas envie de dire la meilleure du pays, mais une des meilleures du pays, j'ose le dire. Et en attaque, il y aura juste 2 stars, si on peut appeler ces receveurs des stars, c'est R.J. Sneed et Tyquan Thornton, qui ont l'art d'attraper des ballons assez impossibles à attraper. Au niveau de la faiblesse de l'équipe, et c'est celle dont il va falloir parler le plus, c'est la O-line, qui était l'une des pires de la Big 12 l'an dernier, aussi bien en pass protection qu'à la course. 33% des courses des Bears étaient négatives, donc voilà, c'est énorme. Il n'y a pas de titulaire véritablement installé. C'est pour ça qu'Aranda est allé sur le sur le portail des transferts pour aller chercher de nouveaux profils, justement. Et ça pose vraiment beaucoup de questions quant à la capacité à ce nouveau quarterback de réussir. Parce que, comme l'a dit Baptiste tout à l'heure, si tu n'as pas d'O-line, ton quarterback il ne pourra pas exceller, d'autant plus si le quarterback est un nouveau titulaire. Et c'est ma question, c'est la question centrale que tout le monde se pose. L'offense va-t-elle se mettre au niveau de la défense ? Sincèrement, je ne le pense pas du tout. C'est pour ça que Baylor ne sera pas une équipe compétitive dans la conférence l'année prochaine, malgré une défense qui est pour moi très très bonne et très sous-cotée. Il aurait fallu avoir une bonne O-line pour avoir un petit peu plus de certitude, mais ce n'est pas le cas. Donc moi, je pars sur un bilan en 6-6. Vous allez me dire, ils vont attraper un bowl, donc c'est une saison réussie. Mais Baylor doit prétendre à mieux. Et j'y crois, avec notamment l'arrivée de D'Aranda et de Jeff Grimes. Donc voilà, le bowl est avisé. Je trouve qu'ils ont un calendrier interconf qui est extrêmement facile et il n'y a eu quasiment aucune prise de risque avec le déplacement à Texas State et la réception de Southern Texas. Donc voilà, 6-6 pour les Bears de Baylor. Eh bien, c'est fantastique. Et Baptiste a fait un petit haussement de sourcil. D'ailleurs, en parlant d'haussement de sourcil, ça va continuer. Je ne ferai aucun commentaire sur ce programme. Et sur le programme suivant, donc on va parler, D'ailleurs, je porte quel t-shirt aujourd'hui ? Alors, les auditeurs, on sait que vous ne pouvez pas voir, mais vous allez vite le savoir. Mais je sais pas pourquoi je reste avec vous, les gars, en fait. C'est une vraie question que je me pose. Donc, on fait une preview Big 12. Elio enlève son t-shirt Maryland pour foutre un t-shirt Oklahoma. Au bout d'un moment, il cherche la bagarre, quoi. Parce que Baptiste a un t-shirt Oklahoma State en plus. Donc là, ça veut dire la tension qui règne dans le podcast. C'est vrai, c'est vrai.
Boomer Sooners, du coup, on va parler d'Oklahoma, malheureusement pour toi, Matt. Oklahoma, donc l'équipe de Norman, qui a eu un bilan de 9 victoires pour 2 défaites en 2020. Des victoires notamment face. Alors, c'était que de l'intraconf, hein, enfin, quasiment que de l'intraconf. Des victoires face à TCU, Oklahoma State, désolé, et Texas 53-45 en overtime, comme on le disait tout à l'heure. Donc un match qui s'est joué vraiment jusqu'à la dernière seconde. Et des défaites face à Kansas State et Iowa State, de très peu à chaque fois, mais des défaites quand même. Ils ont pu participer donc au Big 12 Championship du côté de Dallas, dans le stade des Cowboys, avec une victoire, d'Arlington plutôt, excusez-moi, avec une victoire 27-21 face à Iowa State. Donc la revanche a été prise. Iowa State qui ont un petit peu mal géré le match. On peut dire que ça aurait pu partir d'un côté comme de l'autre. Voyons-le comme ça. Et puis, ils ont donc participé au Cotton Bowl du côté aussi de Darlington au Texas face à Florida. Et une belle victoire 55-20. Alors, pour le coup, Florida sortait d'une très grosse saison, on sait, avec énormément de joueurs talentueux. Mais on ne répète jamais assez, Florida, ce jour-là, ne jouait pas du tout avec ses titulaires habituels. Enfin, à part Kyle Trask, il n'y avait personne. Donc voilà, c'était un petit peu... C'est de leur faute. Non, ouais, totalement. Mais finalement, dans le fond, un Oklahoma de Florida avec les deux équipes qu'on avait, ça aurait pu être très très beau. Et finalement, ça s'est retrouvé comme une sorte de match d'exhibition un petit peu. Donc, c'était pas très agréable, quoi. Et ils ont terminé 6e de l'AP Poll à Oklahoma, donc ils s'en sortent bien. Malgré 9 victoires de défaite. Enfin, bref. Au niveau de l'intersaison, ils ont eu énormément de gros... Enfin, pas énormément de départs, mais des gros départs. Ils ont eu Creed Humphrey, déjà, qui était le center titulaire depuis 3 ans, je crois, du côté des Chiefs. Ils ont eu Ronnie Perkins, donc le DN, qui est parti du côté des Patriots. Ramondre Stevenson, le running back, qui est parti lui aussi du côté des Patriots. Et Trey Brown, le meilleur cornerback, qui est parti du côté des Seahawks. En termes de classe recrue, c'est la 10e meilleure classe du pays, la première en Big 12, hein, sans doute. Avec l'arrivée notamment de Caleb Williams, le quarterback numéro 1 du pays, 5 étoiles, hein, qui vient de Washington. Juste pour la petite dédicace, Maryland était en finale face à Oklahoma pour le choix de Caleb Williams. Mais bien sûr, Williams a choisi Lincoln Riley, le gourou quarterback. Ils ont aussi récupéré Clayton Smith, qui est le 2e DN du pays, Billy Bowman, qui est le 2e athlète du pays, et 12 joueurs 4 étoiles. Il y a eu aussi pas mal de transferts et de gros transferts. Là, on en a parlé entre nous pendant l'intersaison et on parlait pas mal des joueurs de Tennessee parce qu'on sait toutes les difficultés qu'a eu le programme de Tennessee et donc tous les départs qui en ont découlé. Hein. Ils ont réussi à récupérer le running back Eric Gray, qui était quasiment considéré comme un des 3 meilleurs joueurs sur le portail des transferts là pendant l'intersaison. Donc le running back 4 étoiles Eric Gray qui arrive du côté de Norman, et le safety 4 étoiles Kay Lawrence, lui aussi issu de Tennessee. Ils ont récupéré un 5 étoiles de Tennessee. Ils ont pillé Tennessee en fait, hein, c'est simple. Il y a eu pas mal d'avions entre Norman et j'ai perdu le nom de la ville, ça va me revenir. Knoxville, exactement. Je savais que ça terminait en ville. Knoxville, exactement. Donc, ils ont récupéré, Wanya Morris, l'ancien tackle 5 étoiles de Tennessee, et aussi Kevon Trey Bradford, qui était un running back 4 étoiles d'LSU. En gros, s'ils n'ont pas assez de running back 4 étoiles sur le portail des transferts, les mecs meurent. Et d'autres gros joueurs, donc, au niveau de l'effectif, l'attaque, donc, qui risque d'être en conséquence explosive. Déjà, ils ont Spencer Rattler au poste de quarterback, qui est vu comme quasiment le meilleur quarterback de college football pour la saison à venir et sûrement le premier choix quarterback de la prochaine draft, qui a été auteur de 28 touchdowns à la passe pour 7 interceptions, plus 6 touchdowns à la course et 3031 yards. Le poste de running back qui derrière va être exceptionnel. Hein. On va avoir un duo avec Eric Gray, donc, qui vient d'arriver, et Kennedy Brooks, qui n'a pas joué la saison dernière et qui est de retour, qui avait été auteur de 18 touchdowns en 2 saisons, en 2018 et 2019. Le poste wide receiver, ça va être une vraie compétition parce qu'il y aura le retour de Marvin Mims, auteur de 9 touchdowns la saison dernière. Mais il y a aussi Theo Wiz et Jadon Hazelwood qui sont à eux deux en 2019 2 receveurs 5 étoiles. Hazelwood était le numéro 1, Theo Wiz le 3e. Hazelwood a eu quelques problèmes de blessure, mais il va revenir. Voilà, donc on a déjà un trio receveur qui fait peur. Et puis derrière, on a l'arrivée en transfert de Mike Woods d'Arkansas. Mike Woods, c'était tout simplement donc Arkansas. Hein, on parle bien de la SEC. C'était le 2e meilleur receveur en yards par réception en SEC la saison dernière avec 5 touchdowns.
Ouais, en plus, le mec, il a fait à l'envers à Arkansas, il joue Spring Game, et après, je crois, le lendemain, il annonce son départ ou un truc comme ça. Il a l'air sympathique, le gars, quoi. La base, pour mieux se Et faire puis aussi, drafter. Elio, pour ajouter un petit peu de sel à ta preview, il y a deux joueurs dont j'ai oublié les noms et c'est pas très important qui ont été virés du programme pour avoir fait un braquage à main armée. Ouais, exact, on en avait parlé dans l'épisode intersaison, ouais, exact. Mais bon, apparemment, ils sont facilement remplaçables, donc c'est pas trop un souci pour Oklahoma. De toute façon, Aucun avoir, souci, ouais. oui, puis avoir des joueurs qui se font arrêter, c'est aussi un petit peu dans leurs habitudes. Au On niveau de prépare. au niveau de la défense, ça va être une défense quand même très complète avec énormément de retours. En fait, c'est que des joueurs qui étaient déjà là, qui jouaient déjà. Donc voilà, c'est énormément d'expérience. Et puis surtout, ça, retenez ce nom pour la draft la saison prochaine. On a Nick Bonito, le pass rusher, qui est de retour et qui va être la pièce maîtresse de cette défense. L'année dernière, c'était 8,5 sacs et 2 passes deflection. Et puis c'est vrai qu'ils ont pris un petit peu plus de galons en défense batte. Je sais que tu n'aimes pas parler d'Oklahoma, mais c'est vrai que toi qui en tout cas les suis malgré toi, ils ont pris un petit peu plus ils ont une meilleure défense que les saisons précédentes. Bah, qu'on soit très clair, pour moi, je me demande presque si la défense est pas meilleure que l'attaque. À ce point-là, ouais, parce que on en discutait un peu en off avant le début de l'émission. Il y a des top joueurs à quasiment tous les postes. Alors peut-être un petit peu moins en secondary que sur le front seven, mais voilà, ça va être une équipe qui va être injouable. J'en fais personnellement mon numéro 1 de mon top 25 de pré-saison. Enfin, ça c'est mon avis perso, et je crois que Gus, tu le partages un petit peu. Ouais, je les ai aussi mis premier ou deuxième, mais bref, on aura l'occasion de vous ressortir ces top 25. Mais je vais insister sur ce front seven. Évidemment, il y a Nick Bonito qui va mener les affaires, mais à côté de lui, il y aura Brian Asamoah et David Ogbugbu, si je le prononce bien, et une defensive line. Bon, on sait que Nick Bonito, c'est plus un defensive end qu'un linebacker, mais bref, vous avez compris. Il y aura aussi les defensive tackles Isaiah Thomas et Perion Winfrey, et là, ça risque de faire très très mal. Donc voilà, va vraiment falloir surveiller cette défense d'Oklahoma qui va peut-être c'est la tendance de ces dernières années, et je parle notamment de ce match face à LSU en demi-finale du college football en 2019 où ils avaient pris l'eau, et ça risque vraiment d'être différent en 2021. En revanche, du côté des faiblesses de l'équipe, alors je vous cache pas que j'ai un peu eu du mal à en trouver dans le sens où finalement, si tu compares aux équipes de Big 12, c'est compliqué de trouver des faiblesses réellement. Il y a quand même il y a quand même la O-line qui est un petit peu en reconstruction. On a quelques départs, des joueurs un petit peu moins expérimentés. On va devoir trouver un nouveau center titulaire fiable parce que Creed Humphrey, mine de rien, c'était très extrêmement bon même, faisons des hyperboles. Le post tight end reste assez léger, notamment. Voilà. En l'occurrence, des problèmes de riches, encore une fois, quoi, au niveau des faiblesses de l'équipe. La question, en revanche, que je me pose, moi, personnellement, c'est est-ce qu'ils retourneront en playoff? Et ça, on va le voir avec le calendrier ensuite. Est-ce qu'ils vont rouler sur la Big 12? Parce que, mine de rien, Oklahoma, et ça, on en parlait aussi en off tout à l'heure. Désolé, vous n'êtes pas là en off, on le sait, mais on en parlait en off. Chaque année, ils ont une ou deux défaites un petit peu connes, si je peux parler comme ça, face à des équipes de Big 12. Donc, est-ce qu'ils auront un bilan positif sans défaite? À voir. Et là, on veut savoir si cette année, Spencer Rattler aura vraiment grandi ou non, s'il craquera ou pas. C'est vrai que on se posait des questions au début de saison l'année dernière. Après, il est devenu beaucoup plus serein, un petit peu moins gueulaire sur le terrain. Et on veut voir s'il a vraiment grandi, si vraiment c'était un effet finalement qui s'est fait durant la saison ou si ça restera pour la saison prochaine. Donc à voir. Et s'il peut justement montrer qu'il a l'étoffe d'être un quarterback titulaire en NFL et quarterback numéro 1 pour la prochaine draft. Au niveau du calendrier, on a une Week 1 qui démarre du côté de la Nouvelle-Orléans face à Tulane. Ensuite, on a un match face à Nebraska en troisième semaine. On a le Cotton Bowl, on a le Red River Showdown face à Texas du côté du Cotton Bowl Stadium à Dallas en week 6. On a Iowa State le 20 novembre et Oklahoma State donc le 27 novembre. Au niveau du pronostic, c'est 12 victoires, 0 défaite pour moi.
et direction le championship game. Hein, pas grand-chose à dire. Vous êtes tous d'accord là-dessus ou pas? Ouais, je suis d'accord sur le championship game. Ils seront certainement présents au playoff. Ils seront en demi-finale. Pour moi, ça en fait aucun doute, hein, sérieusement. Après, on connaît Oklahoma, ça lâche toujours un match tous les ans, un peu comme Ohio State. Ça peut perdre un match face à Iowa State ou je sais pas, pourquoi pas rêver un petit peu face à Oklahoma State aussi. On sait jamais. Oui, bien sûr, et mes cheveux vont repousser aussi pendant qu'on y est, quoi. Je pense quand même que je ne serai pas aussi catégorique parce que je pense qu'il y a quand même un énorme problème, voire deux énormes problèmes, c'est les Cyclones d'Ames, parce qu'ils risquent de les rencontrer deux fois, parce que pour moi, c'est quand même la deuxième équipe la plus forte de la conférence, et que voilà, c'est pas vu ce qui revient, on fera la preview un petit peu plus tard, vu ce qui revient du côté de la bande à Mac Campbell, c'est quand même pas impossible que ça va être un des matchs de l'année, ça c'est clair, net et précis, vous pouvez déjà noter dans votre calendrier, alors je sais plus quand c'est, mais le Iowa State Oklahoma, ça va être dingue. Ah, exactement, c'était d'ailleurs mon seul point d'interrogation au niveau du prono, s'il y avait une défaite à mettre. En tout cas, on verra. Oklahoma, moi ce qui m'intéresse, c'est ça aussi, on en parlait en off encore une fois, mais ce qui m'intéresse, c'est de voir le niveau face aux équipes d'autres conférences. Je parle des grosses équipes, hein, des Alabama, Georgia et consorts. Après, c'est vrai que Oklahoma ont cet avantage d'avoir un excellent quarterback qui est de retour, contrairement à ces autres grosses équipes. Mais j'aimerais bien voir ce que ça donne. Sincèrement, j'aimerais bien voir ce que ça donne parce que l'année dernière, on n'a pas eu l'occasion de le voir. Encore une fois, ils ont joué face à un Florida qui était à moitié présent. Donc voilà, j'aimerais bien voir si Oklahoma, c'est vraiment l'équipe qui peut être dans le quatuor final du pays. Et toi, Auguste, t'avais trouvé que ça pouvait être l'équipe numéro 1 même. Ouais, comme Baptiste, j'ai mis les Sooners premiers de mon top 25, hein, mais qui pourraient être encore soumis à des modifications en fonction des prochaines actualités. Mais voilà, c'est sûr, il va falloir compter sur les Sooners. C'est méchant de dénoncer Baptiste comme ça. Baptiste, Kansas State, le deuxième programme, enfin un des deux programmes du Kansas, donc qui ont battu justement Oklahoma la saison dernière. C'est ce que j'allais dire. Donc en plus là, je viens de m'ouvrir une bière parce on a parlé de Baylor suite d'Oklahoma, donc c'était trop pour moi. Donc j'ai dû faire monter le taux d'alcoolémie dans les veines parce que sinon ça aurait été compliqué. Oui, donc on arrive sur le némésis finalement d'Oklahoma, c'est Kansas State puisque les deux dernières saisons, ça fait une victoire pour la bande à Chris Klieman. Retour très rapide sur l'année 2020, donc c'est la deuxième saison de Chris Klieman à la tête des Wildcats. Il est arrivé en provenance du Bison de North Dakota State, où il avait eu énormément de succès en FCS. Année 2020 très bizarre pour Kansas State. Il commence par une défaite un peu dégueulasse contre Arkansas State et derrière ils battent OU à Norman. Voilà, donc le college football dans le 2020, quoi, tout simplement. Malheureusement, la saison se termine de façon un petit peu plus compliquée avec 5 défaites de suite. Donc voilà, donc à suivre si ces 5 défaites de suite sont la conséquence de quelque chose ou alors simplement la saison 2020 avec le Covid, etc., etc. Pas mal de départs en défense entre l'intersaison, notamment Wyatt Herbert qui a été drafté au 7e tour par les Bengals, qui était très clairement le meilleur élément défensif des Wildcats. Du côté de l'attaque, il y a Briley Moore, le tight end qui est arrivé en provenance de Northern Iowa, qui a été un des meilleurs tight ends de l'histoire récente, tout simplement de Kansas State. Donc il va faire énormément de mal ce départ-là. Heureusement, ils ont réussi à choper pas mal de transferts en défense pour combler les manques, notamment au poste de cornerback avec Julius Brents qui vient d'Iowa ou Russ Yates qui vient de Louisville au poste de safety. Donc voilà, donc théoriquement la défense ça devrait tourner un petit peu, ça devrait le faire. Au poste de quarterback, on a notre ami Scarlett Thompson. Donc lui, je pense qu'il est encore plus vieux que moi. J'ai l'impression qu'il a depuis 1000 ans, qui revient en tant que super senior. Voilà, donc c'est très clairement l'un des joueurs les plus expérimentés de tout le college football. Alors effectivement, ça va pas mettre des bons de 80 yards dans les passes du receveur, mais c'est pas flashy, mais ça fait avancer. Enfin, c'est à l'image de l'équipe en fait, c'est à l'image de Kansas State. Voilà, un joueur, un quarterback qui sera plein d'expérience, qui je pense qui permettra aux Wildcats
de continuer ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire voilà, pas une grosse défense, une attaque qui avance doucement mais sûrement, sachant que Skylar Thompson a été blessé sur l'année 2020 et donc malheureusement il n'a pas pu finir la saison. Autre joueur clé, alors là c'est un joueur que je sais que Val adore, c'est Deuce Vaughn, le running back. Alors running back de poche, il fait seulement 1m65, c'est assez fou. C'est carrément le meilleur joueur de l'attaque de la part des Wildcats. C'était le meilleur receveur et le meilleur coureur l'année dernière. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il est profil de couteau suisse. Alors c'est pas un meilleur bloqueur pour des raisons évidentes au niveau de la taille et du gabarit, mais voilà, c'est un joueur hyper excitant. Il devrait profiter d'une ligne expérimentée. Il y a les retours de 4 des 5 titulaires. Le seul nouveau arrivant, c'est Poitiers, le joueur préféré de Charles Martel, qui fera son arrivée au poste de guard. Donc une offensive line qui devrait avoir pas mal d'expérience. Du côté de la défense, il y a un joueur qui sort un peu du lot, c'est le safety Jaron McPherson. Voilà, c'est un espèce on l'appelle le quarterback de la défense. Voilà, c'est quelqu'un de très cérébral, de très intéressant, meilleur plaqueur de l'équipe, un vrai rôle de capitaine à tenir dans une équipe assez jeune au niveau de la défense, avec pas mal de nouveaux arrivants. Donc à suivre. Donc très clairement, les forces de l'équipe, c'est le duo Thompson-Vaughn. Alors l'expérience d'un côté, la jeunesse et la fougue de l'autre. Voilà, donc c'est un petit peu sympa comme duo. Voilà, ça va être intéressant à suivre. Deuce Vaughn. Alors, je ne sais pas s'il aura une très grande carrière NFL parce qu'effectivement, malheureusement, le gabarit joue. Mais en college football, ça va être un joueur extraordinaire. C'est l'est déjà, donc à suivre. Aussi bizarre que ça puisse paraître, et j'ai déjà fait finalement la réflexion pour Texas Tech et pour TCU, il y a quand même des questions au niveau du poste de receveur. Quelle certitude, sachant que le meilleur retour au poste de receveur, c'est Shabastin Taylor et seulement 293 yards. Voilà, c'est quand même relativement faible. Donc il y a un vrai problème au poste de receveur. Après, on sait que Skylar Thompson, il est capable de mettre les cannes et de courir, mais il faudra qu'il soit quand même aidé par des receveurs. Mais là, actuellement, je vois pas vraiment, sur ce que j'ai vu, ce que j'ai lu et ce que j'ai observé, il n'y a pas vraiment de playmaker au niveau du poste de receveur. Donc Vaughn sera encore plus sollicité. Donc la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que Skylar Thompson va-t-il retrouver son niveau de 2019 pour amener les Wildcats au sommet de la Big 12, parce qu'il y a de la place, hein. On sait que derrière Iowa State et Oklahoma, c'est quand même relativement ouvert pour cette troisième place. Texas, Oklahoma, Oklahoma State, TCU ou Kansas State. Voilà, il y a une troisième place de conférence qui est relativement ouverte et voilà, c'est tout à fait possible que si tout tourne bien, ça soit Kansas State. Ils ont un calendrier sympathique. Un premier match contre Stanford. Alors au départ, ça devait être un home avec un coup à Palo Alto, un coup à Manhattan. Malheureusement, avec le Covid, le match de l'année dernière a été reporté. Donc ça se jouera finalement à l'AT&T Stadium, pas Center, mais Stadium de Arlington. Donc voilà. Alors, qu'on soit très clair, c'est moins sexy qu'il y a quelques saisons. Stanford est un peu rentré dans le rang. Voilà, c'est un match tout à fait sympathique. En deuxième semaine, ils ont une équipe de FCF Southern Illinois Salukis, qui sortent une grosse saison de spring, donc voilà, attention quand même. Et après, il y a le Wolfpack de Nevada en troisième semaine. Ça, attention, c'est une équipe qui va faire du dégât Mountain West. Et voilà, c'est un match piège. C'est un match piège pour Kansas State. Après, on rentre dans le gros de la Big 12, sachant que après il y a Oklahoma State et Oklahoma, donc c'est possible que si ça se passe mal, ça bascule à 1-4. C'est improbable, mais c'est pas impossible non plus. Donc voilà, sachant que effectivement, ce Nevada là, ils ont un trio sympa entre le quarterback Carson Strong et les receveurs Dobbs et Cooks, donc à suivre l'équipe du Nevada. Sur la totalité de la saison, je vois bien un bilan de 6-6. Sachant que je pense que le plafond de verre cette équipe c'est aux alentours de 8-4. Ils ont pas assez de talent, je pense, pour prétendre à mieux, et quand ils vont jouer sur des équipes plus talentueuses, ça va être compliqué. Donc il faudra pas s'attendre à un gros début de saison. Comme je vous dis, je vois bien un 2-3 pour commencer, mais une équipe qui va être dure sur l'homme, une équipe de Kansas State qu'on a l'habitude de suivre. Allez, 6-6 pour les Wildcats. Juste avant de passer à l'équipe suivante, Gus, est-ce que tu serais prêt à faire ramasseur de gourdes de Gatorade vide et balayeur pour Kansas State ? Tous les jours. Parfait. Et je pense en plus, j'adore Skylar Thompson.
Bah, voilà. Alors là, son serveur personnel. Et d'ailleurs, en parlant de ça, on va parler d'une équipe enfin, tu vas parler d'une équipe que tu affectionnes tout particulièrement et pour qui tu pourrais faire pire que ça. C'est Iowa State. Et que beaucoup de personnes attendent. Évidemment, c'est Iowa State, hein. On parle parfois de darling. Là, c'est le statut au-dessus. On est passé de équipe surprise à équipe contender pour les playoffs. Avant tout ça, petite rétrospective sur l'année 2020. Alors, l'année 2020 a été la meilleure saison de leur histoire, la meilleure saison de l'histoire du programme d'Ames, donc dans l'état d'Iowa. 9-3, 9 victoires, 3 défaites, avec un début de saison compliqué, avec une défaite d'entrée face à Louisiana, qui est une équipe jamais facile à jouer, et Texas pourra en faire les frais la saison prochaine, comme Baptiste l'a dit. Puis une victoire face à Oklahoma, une magnifique victoire 37-30, et enfin une défaite face à Oklahoma State, qui t'a particulièrement, Baptiste, réjoui, je pense. Et une défaite de très peu en finale de Big 12 face à OU, et lui en a parlé, avec des choix un petit peu compliqués à comprendre en fin de match. Mais bon, c'était un match qui était totalement dans leur corps. Brock perdu. Voilà, bah c'est ça. En fait, Brock Purdy avait fait une très bonne saison 2019. L'année dernière, il n'avait pas été étincelant, bien qu'il a été un très très bon quarterback, hein. Attention, faut pas exagérer. Ce bilan de 9 victoires pour 3 défaites leur a permis d'aller au Fiesta Bowl à Glendale en Arizona face à Oregon, hein, victoire sans appel de plus de 20 points. Voilà, c'est une victoire qui est venue, qui a été en fait la cerise sur le gâteau de cette saison exceptionnelle pour Iowa, qui termine du coup à la 9e place de l'AP Poll. Cette intersaison, on va pas parler de transfert, il n'y a pas eu de nouveau coach, mais Matt Campbell a signé une extension jusqu'en 2028, portant son contrat à 4 millions d'euros par an, et il a même refusé des interviews en NFL, je pense notamment à Détroit et aux Jets, il a carrément refusé les interviews, et la fac a acté la construction d'un nouveau centre d'entraînement d'une valeur de 90 millions d'euros, preuve que le programme d'Iowa State a envie de s'inscrire dans la durée et de devenir enfin un gros programme de Big 12. Mais je croyais qu'il n'y avait pas d'argent pour payer les joueurs. Ils ont trouvé où les 90 millions pour construire le... Après, il me semble que ce sera un bâtiment pour à peu près tous les sports, mais j'ai capté l'ironie, Baptiste. On va passer maintenant du côté de la revue d'effectifs, et pour moi, ça va être le point central de cette preview, parce que Matt Campbell a réussi à construire un des meilleurs effectifs du pays avec quasiment rien, et ça, il faut à tout prix le dire. C'est pour ça qu'il est aussi populaire auprès de la plupart des programmes du college football. Je pense notamment à Notre-Dame, qui aimerait beaucoup l'accueillir dans quelques années après Brian Kelly, ou même des coachs NFL. Je pense que Matt Campbell, c'est peut-être le coach qui sera le plus prisé d'ici quelques années. Alors, je vous conseille vraiment de le suivre. Donc, quand je dis quasiment rien, il y avait très peu de 4 étoiles sur ces dernières classes. C'était la 46e classe en 2019, la 55e en 2018, la 52e en 2017. Et avec ça, il arrive à faire de cette équipe une équipe plus que contender pour les playoffs. Franchement, bravo, c'est exceptionnel. Il faut d'ailleurs mentionner que Matt Campbell a même été... on a parlé de son nom pour certaines équipes NFL durant la off-season. Hein. Le poste de head coach de certaines équipes. C'est pour ça qu'il a refusé ses interviews. C'était aux Jets et à Détroit, il me semble. Le quarterback titulaire sera Brock Purdy, qui est le titulaire depuis 3 ans maintenant. Ça va être sa 3e saison. C'est un super quarterback. C'est un petit quarterback. Il ne fera pas carrière en NFL, du moins. C'est ce que tout le monde s'accorde à dire, mais c'est un super quarterback de college football. Il a un bon bras, bien pas très puissant. Et franchement, moi j'adore. C'est un des mecs les plus aimés du pays à ce niveau-là. Il y aura 10 titulaires de retour en attaque et 9 en défense. Ce qui fait qu'il y aura 7 super seniors de retour, donc des seniors qui ont profité de la nouvelle année d'éligibilité offerte. L'équipe sera ultra expérimentée. Et quand on voit ce qu'ils ont fait l'année dernière, avoir ce retour de joueurs avec autant d'expérience, et ça pourra vraiment faire du mal. Au niveau des forces de l'équipe, il y a un quatuor offensif qui est certainement le meilleur du pays, et je pense pas trop m'extasier si je dis que c'est le meilleur du pays. Quarterback Brock Purdy, le running back Breece Hall, le tight end Charlie Collard et le receveur Xavier Hutchinson. On va s'arrêter quelques secondes sur Breece Hall, qui a été le meilleur joueur offensif l'année dernière de la Big 12, qui est
arrivé 6e dans la course au Iceman Trophy, 23 touchdowns l'an dernier, 1572 yards. Bref, les chiffres parlent d'eux-mêmes. C'est une superstar et il est vraiment attendu l'an prochain comme étant le meilleur running back du college football. Je vois aussi, j'ai noté qu'il avait réalisé plus de 9 matchs à plus de 100 yards. Donc bref, lui c'est vraiment la star, encore plus que Brock Purdy ou Charlie Collard. C'est vraiment celui qui a crevé l'écran l'an dernier et qui va continuer à avoir une production statistique énorme l'an prochain. Et il va sans dire que Iowa State et Matt Campbell vont s'appuyer sur ce jeu à la course parce qu'il ne sera pas seul, il sera aussi assisté de 2 super running backs, Jarrell Brock et Dion Silas. Donc voilà, j'ai presque envie de dire c'est la meilleure running back room du pays. Bon, parce que peut-être parce que Brissol la tient à lui tout seul, mais on va assister vraiment à quelque chose de fou de ce côté-là. Il faut mentionner aussi ce duo tight end Charlie Collier et Chase Allen, qui était le meilleur duo de tight end l'an dernier dans le pays, il faut le dire. Hein, ça n'arrive pas souvent qu'on puisse louer des rooms d'équipes comme Iowa State, alors il faut en profiter, il faut le faire. Et enfin, l'Iowa, ça sort pas mal de duos de tight end. On avait TJ Hawkinson et Noah Fent du côté d'Iowa il y a 2-3 ans, et là on se retrouve avec Charlie Collard et Chase Allen l'année dernière. Sincèrement, c'est la même équipe. De tight end. Il y a une vraie culture du coup des tight ends qui est en train de s'installer, et c'est super. Hein. On sait qu'ici il y a nos auditeurs comme Cyprien qui adore les tight ends, voire un peu trop. Et en défense, il y a des playmakers défensifs qui seront de retour sur chaque ligne. À commencer par la ligne défensive avec Will McDonald the Fourth qui menait la Big 12 en sac l'an dernier. Sur les linebackers, il y aura Mike Rose qui était le deep boy en Big 12 aussi l'an dernier. Et tous les autres linebackers seront de retour. Et au niveau des safety, et ça c'est Zappa qui l'avait mentionné dans le live qu'on a fait sur Twitch, un joueur qu'il aime beaucoup, c'est Greg Bay Aceworth, qui était All First Big 12 Team, et aussi Hishem Young, qui s'était pris un targeting, il me semble, en finale, non, qui avait été exclu pour targeting en finale face à Oklahoma. Donc voilà, une équipe hyper complète, il y a des bons joueurs partout, en plus coaché par un super coach. Franchement, j'ai hâte. J'ai 2 questions. Vous allez m'aider les gars à y répondre. Donc quasiment toute l'équipe est de retour. Est-ce que Iowa State est un candidat sérieux au playoff? Moi, ma première réponse, c'est oui, c'est un candidat sérieux. Donc certes, il y a le talent, il manque un petit peu de talent, bien qu'il y ait, comme j'ai cité, des joueurs incroyables. Ça reste quand même derrière les gros cadors de ce pays. Mais c'est une équipe qui doit avoir comme objectif d'aller en playoff. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour moi, c'est une équipe qui peut basculer à 12-1 et qui peut être en playoff. Pour moi, il y a un scénario qui est pas probable, mais possible, de voir et Oklahoma et les Cyclones en college football playoff. Alors, je m'explique. Ça serait ouf. Le calendrier interconférence d'Iowa State n'est pas terrible, mais il y a un match contre Iowa pour le LSICO qui est quand même hyper intéressant. Ce match-là, ça va être un top 15 match-up au moment du match. Ce match-là, c'est une victoire de plus dans le résumé, dans le CV de l'équipe pour la saison. Et ça permettrait de perdre. Regarde, imaginons, ils perdent le match contre Oklahoma en saison régulière, ils remportent le Big 12 Championship. Tu bascules à 12-1. Honnêtement, contre une équipe de sec un peu à l'arrache, ou même. On ne sait pas comment la saison peut tourner, mais si ça se goupille comme ça, je sais pas. Moi, je vois bien 2 équipes de la Big 12 cette année en college football playoff. Et puis, il faut remettre les choses dans le contexte. Imaginez que c'est pas Iowa State. Vous savez pas le nom de l'équipe. C'est une équipe qui a eu 11 victoires la saison dernière, qui revient avec 20 joueurs titulaires qui reviennent. Et c'est top 3, top 2, top 1 de la PayPal de pré-saison. Ah mais là, non, mais on s'attend à ça. Ils vont être combien? Ils vont être 5e, 6e? Je pense qu'ils seront un poil plus loin parce que le nom joue, mais sur le papier, si vous ne regardez même pas le nom. Alors voilà, et ma deuxième question, parce que je vous en avais annoncé 2, est-ce que ça sera la dernière année de Matt Campbell? Je m'explique, il a signé une extension jusqu'en 2028, mais j'ai vraiment du mal à croire qu'il ira jusqu'au terme du contrat. Donc certes, le programme a acté la construction d'un nouveau centre d'entraînement. Matt Campbell a l'air plutôt loyal et fidèle à cette équipe.
Et je pense en fait qu'il aura cette année la meilleure équipe possible pour viser quelque chose de grand et que les saisons prochaines risquent d'être beaucoup plus compliquées. Et en fait, je doute qu'après un revers cette année, avec la meilleure équipe qu'il aura jamais à Iowa State, qu'il puisse rester encore un peu. Alors, il partirait, mais pour aller où? Non, parce que donc Matt Campbell, c'est un natif NFL. Ouais, mais attends, il a refusé les Lions, il a refusé les Jets, qui étaient quand même intéressants. Enfin, tu vois, en termes sur le marché, enfin, sur le niveau des postes disponibles en NFL, le poste des Jets faisait quand même envie. Hein. Il y avait des jeunes, il y avait du cap space. Enfin bref, tu connais la NFL, Elio, je vais pas te l'apprendre. Moi, je le vois pas partir. Je le voyais le partir un peu avant, mais maintenant, pour Notre-Dame, c'est une destination qui est probable mais est-ce que Brian Kelly partira cette saison? Non, Je justement, pense c'est peut-être là où j'aurais dû reformuler ma question. Ce serait pas la dernière année, mais on rentrerait dans un run peut-être de 2-3 ans en fonction de ce qui se passerait chez les autres gros programmes, parce que Mac Campbell n'ira jamais rejoindre un programme qui n'est pas top tier en CFB. C'est soit top tier en CFB, soit la NFL. Si je dis pas de bêtises, il avait refusé Michigan State l'année d'avant, donc ça vous dit quand même le niveau en tout cas de trucs qui visent quoi. Pourquoi? Alors, je vais parler de NFL, mais pourquoi pas les Bears? C'est grosso modo une région qu'il connaît bien. Ça reste une franchise. Oui, parce que je le rappelle, ultime. il a été coach de Bowling Green et Toledo qui sont dans l'Indiana, et c'est des équipes en général où les fans supporters sont plutôt fans des Bears. Toledo dans l'Ohio, mais c'est vrai que toute la région, pardon. toute la région regorge d'équipes qui vont peut-être que les Bengals, hein, ils vont virer Zach Taylor l'année prochaine, tu vois, et c'est vrai qu'il y a des jeunes intéressants, il y a du potentiel, il y a du cap space aussi. Je pense qu'en fait, moi, à mon avis, il est resté clairement parce qu'il a une très bonne équipe qui peut vraiment faire quelque chose cette saison. Alors, à voir après comment ça se goupille, hein, avec les nouvelles arrivées, les nouvelles classes de recrues, tout ça. Même si ça reste pas exceptionnel à ce niveau-là, mais déjà, je pense qu'il voulait rester vraiment cette année pour faire quelque chose de très beau parce qu'il en a la possibilité, parce qu'il a la possibilité de retourner aussi devant un public, tout ça. Il n'allait pas lâcher la fac dans ses meilleurs moments. Enfin, vraiment, là, quand ils sont en train d'atteindre le climax qu'ils puissent atteindre. Mais moi, je pense sincèrement que d'ici 1 ou 2 ans, la NFL, s'il y a une belle opportunité, et Baptiste il parlait des Bears, mais même une autre, et c'est vrai que ça reste sur une zone géographique assez intéressante pour lui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça m'étonnerait pas, mais je ne le vois pas partir, sincèrement, pour partir. Partir pour partir, ou dans un autre programme de college football. De toute manière, je vois pas un programme au-dessus d'Iowa State qui pourrait vraiment, alors peut-être Notre-Dame, c'est vrai que dans la logique, c'est ce qui se passerait de mieux, mais un gros programme au-dessus qui irait virer son coach et qui irait prendre Matt Campbell et lui aussi. Tu vois, est-ce qu'il y a vraiment ce besoin de continuer en college football s'il part? Voilà. Moi, je prie en tout cas tous les dieux du ciel là pour qu'il reste en college football. Hein. Après, il y a un autre programme, mais il sera pas libre. C'est les Buckeyes. Ouais. Non, mais oui, voilà, tu vois, c'est ce que je disais. Quoi. Genre, ça va dépendre de la situation tu as des coachs en place et tu les bougeras pas, tu vois. Si tu refuses Michigan State, ça veut dire que tu vises un top 20 et un top 20 bien précis. Je ne vois pas partir à Michigan, par exemple. Personne ne veut partir à Michigan, c'est bien pour ça qu'ils ont. Ah si, nous avec Gus, on peut faire co-head coach, nous ça ne nous pose aucun souci. Gus est déjà ramasseur de serviettes pour Kansas State, s'il te plaît. Tous les jours, hein. Pour la moitié du salaire d'Arbo, si vous voulez. Oh bah oui, je veux bien aussi la moitié. On va parler cette fois-ci, ça y est, on y est, Baptiste. On va parler des Cowboys. Ah là 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 là. Stillwater, Oklahoma State. Comment ça se passe avec ton coach préféré, Mike Gundy? Alors on sait que t'as une immense. Tu sais que, en fait, finalement, ça se passe pas trop mal parce que bon, c'est vrai que nous on se souvient des remous si on revient 12 mois en avant, ça avait été compliqué cet été-là avec les problèmes de communication de Mike Gundy, mais c'est vrai que 12 mois plus tard, il y a pas mal eu de choses intéressantes et notamment le retour
Alors je casse un peu le cheminement de notre épisode, mais il y a eu pas mal de retours d'anciens joueurs au niveau du coaching staff. Je pense à pas mal de joueurs de l'époque Mason Rudolph. Donc Zachary Crabtree, qui était le left tackle à l'époque de Mason Rudolph, et est arrivé en tant que assistant coach au niveau de la ligne offensive. On a le retour de J.W. Walsh, qui était l'autre quarterback. Pour ceux qui regardaient le college football à l'époque, c'est le quarterback qui jouait au niveau de quand l'équipe était en red zone ou en tout cas en position goal line. Comme il avait un profil un peu coureur, Mason Rudolph sortait et on faisait rentrer J.W. Walsh à l'époque. Donc là aussi, lui, il est de retour. Donc voilà, donc pas mal de joueurs qui sont de retour à Stillwater. Donc ça veut dire quand même ce climat familial semble avoir repris son cours. Alors je remercierai Chuba Hubbard d'avoir un peu mis un gros pétard dans la fourmilière, voire plus, voilà, pour histoire de relancer le programme. Je trouve que c'est pas plus mal comme ça. Voilà, donc des bases. Pétard, hein. C'est un tomahawk. Mais du coup, de temps en temps, c'est bien. De manière générale, c'est quand même bien dans ces programmes qui restent quand même souvent en termes de tradition, de machin, et de quelqu'un qui met un peu un gros coup de pied dans la fourmilière pour changer les choses, et puis on repart sur des bases un petit peu plus saines. Donc voilà, tout va bien à Stillwater pour l'instant. On verra comment la saison se passe, mais pour l'instant ça va. Sachant que McGundy a accepté des baisses de salaire. Une fois 1 million la saison dernière après ces affaires-là, et de nouveau 1 million là en moins. Donc voilà, je pense qu'il commence à se faire de plus en plus plaisir en termes de coaching. Donc voilà, je pense que c'est tant mieux pour le programme, c'est tant mieux pour les joueurs, c'est tant mieux pour tout le monde. Très rapidement, petit bilan 2020, voilà, un bilan de 8-3, une belle année, alors marquée par la défaite habituelle contre OU. On était mené 21-0 au bout de 5 minutes, je crois que tout mon immeuble m'a attendu au bout du 3e TD, là, j'ai failli fracasser mon canapé tellement que ça m'a gavé. Mais une jolie victoire dans le Cheez-It Bowl contre Miami. Voilà, c'était un des meilleurs bowls d'ailleurs de cette année, hein, pour être tout à fait honnête. Voilà, donc 8-3, une belle saison avec des belles promesses pour la saison qui suive. Pas de changement chez les coachs. Casey Hayden reste offensive coordinateur et Jim Knowles defensive coordinateur. Une bonne, et je vais aussi bizarre que ça puisse paraître, une excellente classe de recrutement. 30e national, ça nous fait longtemps qu'on n'était pas arrivé, et puis surtout, alors moi vous savez que j'adore plus que le classement, moi je regarde surtout la moyenne des recrues, et une moyenne quasiment à 0,87, ce qui vaut quand même des 3 étoiles assez haut niveau, donc ça c'est cool. Et notamment le safety Kendall Daniels, je parle rarement des recrues parce qu'en général il joue pas la première année, mais là j'en parle parce que c'est un recrue top 100 qui nous arrive jamais. Kendall Daniels, qui était donc un safety qui était au départ partant pour Texas A&M, mais le coach de position est parti, ce qui fait qu'il a demandé à partir, et donc il est arrivé à Oklahoma State. Donc voilà, c'est une très très grosse recrue qui pourrait même jouer en tant que true freshman, ce qui est relativement rare de notre côté. Donc voilà, donc on est très content avec 10 personnes qui étaient déjà là sur les spring practice, donc ça c'est jamais perdu, hein. Moi l'importance des early enrollees, hein, j'en avais déjà parlé, mais là c'est plus de la moitié, enfin quasiment la moitié des joueurs étaient déjà là sur le campus en janvier, donc ça c'est cool. Alors au niveau du portail des transferts, on a perdu le tight end Jelani Woods qui est parti chez Virginia, pardon. Ça va nous faire mal. Par contre, on a vu l'arrivée de Danny Dovzelek, qui est le center de Miami, alors pas Miami Floride, mais Miami Ohio, un peu moins sexy. Et l'arrivée du safety Trey Rucker en provenance de Wake Forest. Alors malheureusement, il a eu des soucis avec la police, donc à mon avis, il ne jouera pas. Mais voilà, c'était quand même une recrue assez intéressante. Bah voilà, tu vois, entre Stillwater et Norman, vous avez des similitudes parfois. Ouais, la vidéo d'arrestation est assez glauque. J'aurais préféré ne pas la regarder, pour être tout à fait honnête. Donc, en tout cas, on en est là au niveau des arrivées importantes au niveau du portail des transferts. Alors, le QB titulaire, c'est toujours Spencer Sanders, qui va rentrer dans son année redshirt junior. Donc on attend de lui quand même une grosse progression. Il y a eu énormément de haut et de bas. Voilà, pour faire simple, dans la carrière de Spencer Sanders, des très bas et des très hauts, notamment sur cette fin de saison. Donc on espère que ce qu'il a montré notamment dans le Cheez-It Bowl contre Miami, il sera capable de
qui sera capable de le poursuivre cette saison. Et ça, de toute façon, ça passera, une bonne saison d'Oklahoma State passera par une progression de Spencer Sanders, ça c'est clair. Donc il a un profil, pour ceux qui ne regardent pas trop Oklahoma State, il a un profil un peu de double menace. C'était un joueur hyper populaire en high school. Il avait d'ailleurs remporté le titre de meilleur joueur de l'État du Texas de son année senior. Donc voilà, donc c'est un joueur assez sympa, mais malheureusement souvent blessé. Alors, je vais pas vous faire du name dropping parce que je pourrais y passer des heures et vous raconter des anecdotes sur les joueurs, mais on n'est pas là pour ça. Je vais juste donner 2 noms à suivre. Un en attaque, le receveur Brennan Presley, donc natif de l'Oklahoma, de Bixby. Hein, donc c'est c'est un gros programme de lycée de l'État de l'Oklahoma. Donc voilà, il a éclaté au niveau lors du Cheez-It Bowl avec 3 TD. Donc je pense que ça sera lui le prochain très gros receveur d'Oklahoma State. Et du côté de la défense, alors c'est un super senior, mais je trouve que c'est un joueur hyper drôle à avoir joué, c'est Malcolm Rodriguez, le linebacker. Donc lui, ça va être sa 6e année, 5e année, enfin bref, super senior. Il a un passé de lutteur. Donc voilà, donc c'est un mec qui va mettre des gros plaquages et qui a même fait un passage dans l'équipe de lutte d'Oklahoma State il y a 2 ans là, pour se renforcer, etc. Donc voilà. Gus Non, c'est juste pour parler de la lutte. Il faut dire en fait aux auditeurs qu'Oklahoma State a une super équipe de lutte et en particulier aussi dans la Big 12. Il me semble que Iowa est une des meilleures facs du pays et que souvent les championnats universitaires se jouent au stade d'Iowa devant des dizaines de milliers de téléspectateurs et ça fait partie vraiment de l'identité de cette conférence. Tout à fait. Donc Iowa qui joue en Big 12, qui lutte en Big 12 pour la lutte. Et la rivalité Iowa Oklahoma State est la plus importante, plus que Bedlam, c'est la plus importante en college wrestling. Donc voilà. Donc pour la petite anecdote, hein, le coach d'Oklahoma State c'est John Smith, double médaillé d'or aux Jeux Olympiques en lutte, triple médaillé d'or aux Championnats du Monde, dont un à Clermont-Ferrand. Voilà. Donc là il est médaillé d'or à Clermont-Ferrand, notre ami John Smith. Voilà, donc voilà, vous pourrez raconter ça dans vos soirées familiales. Je pense que ça fera sensation. Tout est possible. Vous aviez vu un mec qui était parti à la WWE aussi? Non, on a personne à WWE, je crois pas. Par contre, on a de merde, comme il s'appelle Cormier, merde, comme il s'appelle le mec qui Cormier, était Daniel Cormier. Ah ouais. Ouais, c'est Oklahoma State, lutte au Oklahoma State. Non, tu confonds avec Jack Swagger qui était malheureusement chez l'autre fac d'Oklahoma. Ah oui, merde, désolé. Encore une fois. Là, tu cherches vraiment la merde toi, aujourd'hui. Donc très rapidement, les forces de l'équipe, c'est surtout au niveau du poste de running back. Il y a 3 voire 4 running backs qui sont complémentaires. En la personne de Desmond Jackson, le senior, LJ Brown, le senior, et Dominic Richardson, le sophomore. Donc ces 3 joueurs ont fait 3 matchs à 100 yards chacun la saison dernière. Donc voilà, les 3 sont de retour. Ça va être sympa. C'est probablement le poste le plus complet qu'on ait. Les autres forces de l'équipe en défense, c'est la secondary avec Colby Harvell-Peel et Trey Sterling qui sont peut-être un des meilleurs duos de safety du pays et qui sont draftables. Alors bon, après, je prenais ça au sens large du terme, hein, mais ils devraient pouvoir jouer un NFL un jour. Les faiblesses de l'équipe, aussi bizarre que ça puisse paraître, ça sera au poste de receveur. Parce que Tylan Wallace étant parti, mine de rien, ça fait quand même du vide. Et il y a personne. Alors il y a Brennan Presley, mais c'est pas une deep threat, c'est plutôt un mec dans le slot. Donc voilà, donc la question ça va être de savoir qui va reprendre le flambeau de Tylan Wallace. Oui, Elio. Et d'ailleurs, pour les auditeurs, à Oklahoma State, c'est une grosse faille de receveurs. Ils ont sorti Justin Blackmon, ils ont sorti Dez Bryant, ils ont sorti un receveur dont je ne citerai pas le nom, mais qui est le plus connu chez les Chiefs. Théoriquement, officiellement, il n'est pas chez nous. Ouais, il n'est pas sorti de chez vous, mais bon, c'est là où il a explosé avant d'exploser autre chose. Mais bref, malheureusement. Voilà. Et puis ça reste le seul mec qui nous a fait gagner Bedlam depuis je sais pas combien de temps, donc voilà. Bedlam 2014, vous cherchez Tyreek Hill punt return et vous voyez une des actions légendaires de l'histoire de la fac d'Oklahoma State. Allez, on passe du côté du calendrier. Alors,
On commence par un match FCS. Ça me fait chier les matchs FCS, sans déconner les gars. En plus, c'est à 1h du matin, alors que t'auras. Qu'est-ce que t'as en même. Bah, t'as Clemson, Georgia ce jour-là, donc bah, super quoi. Ouais, puis tu vois ton équipe exploser l'autre équipe, Ouais, tu y te a hype aucun pour rien en intérêt. début de saison, tu te hype, tu te dis ouais, regardez, c'est bon, ça se voit, même si c'est une équipe faible en face, ça se voit qu'on joue bien, nanani, nanana, puis 2 matchs plus tard, 2 matchs plus tard, tu vois, tu redescends. Je suis vraiment je suis vraiment contre enfin pas contre, mais en tout cas, j'aime pas du tout ces matchs FCS. Après, bah, le match contre Tulsa en deuxième semaine, et après un déplacement très intéressant contre Boise State. Je fais un coucou à Boise State France. Alors c'est moi qui ferai la preview de Boise State d'ailleurs quand on la fera. Voilà, c'est un match qui va être assez cool à voir. Voilà, donc c'est assez intéressant sur les deux deuxième et troisième matchs pardon de calendrier interconférence. Après voilà, donc, bah, calendrier Big 12 classique, et on finit la semaine de Thanksgiving par Bedlam. Voilà, avec la défaite classique. Alors au niveau prono, alors je sais pas, je vais dire si ça se goupille vraiment bien, si Spencer Sanders ça va bien, s'il n'y a pas de blessure dans la offensive line, si Trace Ford le defensive end revient à son niveau pré-blessure, etc., ça peut faire 10 victoires. Si voilà, si Il y a trop de si, Baptiste, là. ouais, non, je vais dire un 8-4. 8-4, ça me semble bien. Avec des défaites contre les Cyclones, les Sooners. Et je vois bien perdre le match contre les Broncos, hein, contre Boise State, hein, honnêtement. Voilà. Donc je dirais 8-4, et puis avec un bowl un peu sympa à jouer, et puis voilà, des certitudes pour la saison qui suit. Positif, 2 bowls consécutifs, ce serait bien. Ah, bah même les bowls, nous, ça fait. Je crois que depuis la deuxième année de McGundy, donc je crois que c'est depuis 2005 ou 2006 qu'on joue des bowls. Donc nous, on est plutôt bien de ce côté-là. Ouais. Et bien voilà pour Oklahoma State. Je tenais juste avant de passer à la dernière équipe quand même à faire un coucou à eh bien 2 personnes qui ont des comptes Twitter d'équipes qui se trouvent en Big 12. Je pense à Texas France sur Twitter à qui on passe le bonjour, et Texas Tech France aussi qui parle un petit peu plus basket en revanche. Mais justement, si vous aimez le basket universitaire, allez faire un tour. Donc qui sont sur Twitter, hein, voilà, n'hésitez pas à aller les suivre. Et dernière équipe, on se trouve un petit peu à l'est des États-Unis cette fois-ci, c'est une équipe un petit peu délocalisée. C'est du côté de la Virginie occidentale en français, et c'est West Virginia, Gus. Ouais, donc du coup, on part du côté de Morgantown, là où Elio, tu vas habiter plus tard. Tu iras chasser des loutres dans la Ouais, c'est forêt. ça. Puis boire des bidons de gasoil au bar le soir avec mes Ouais, potes. Enfin, je sais pas, je te vois bien. Bon, c'est un style de vie. genre Red Dead Bref. Redemption, quoi, ouais. Take Me Home, Country Roads. En 2020, 6 victoires pour 4 défaites, dont une victoire au Liberty Bowl face à Army au terme d'une remontée assez incroyable. Je crois qu'ils perdent des 21-7 ou 21-3 à quelques minutes de la fin du match. Ils ont réussi à gagner. C'est seulement la deuxième victoire dans un bowl en 10 ans, donc on peut parler d'une saison réussie. C'est le premier bowl remporté par le coach Neil Brown. Je rappelle qu'avant, c'était Dana Holgorsen qui arrivait souvent en bowl, mais qui perdait. Hein. Je me souviens, le plus connu, c'était le Liberty Bowl de 2014 face à Texas A&M, ou même ils avaient gagné l'Orange Bowl, je m'en souviens. Je m'en souviens. Je connaissais même pas le football américain, j'avais 10 ans en 2011. Ils avaient battu Clemson à l'Orange Bowl 70-33. Je vous conseille d'aller voir ce résumé sur YouTube, parce que pour que West Virginia batte Clemson 70-33, c'est que c'était réellement une autre Non, époque. mais voilà, pour ceux qui suivent depuis pas très longtemps le college football, c'est pour vous dire que ça fonctionne par cycle. Hein. À Clemson, à une époque, ça avait rien à voir avec le Clemson de maintenant. Ohio State aussi. Enfin voilà. C'était le Clemsoning, comme on appelait à l'époque. Au niveau de l'intersaison, je parlerai après du portail des transferts, mais il y a 2 news importantes, de la même manière qu'une équipe que j'ai citée avant. Déjà, il y a le salaire de Neil Brown qui a été augmenté de $800,000, donc qui montre la confiance du département athlétique. Et surtout, c'est ce qu'il a voulu, c'est ce qui a fait qu'il est venu à West Virginia. C'est que le centre d'entraînement a été rénové à hauteur de $55 millions, et on sait qu'aujourd'hui, avoir un beau centre d'entraînement, des vestiaires flambant neufs, c'est un atout de poids, si c'était un des atouts les plus importants aujourd'hui pour attirer des recrues. Et Neil Brown en était très très content. Au niveau de la revue d'effectifs, il y a 15 starters qui sont de retour.
15 starters en temps normal, c'est beaucoup, mais avec l'année d'éligibilité offerte, aujourd'hui, en fait, tu n'es même plus dans le haut de tableau, on va dire. C'est moins que beaucoup d'équipes, mais ça reste tout de même conséquent. Le quarterback titulaire, et ça va être le point névralgique de cette preview, c'est Jared Dodge. C'est un quarterback décent, c'est un bon quarterback, mais il n'est pas flamboyant. Est-ce que c'est lui qui peut te faire gagner un match? Ce sera la question à laquelle on est en train de répondre tout à l'heure. Au niveau des forces de l'équipe, ça sera la défense. Comme c'était le cas l'an dernier, la défense de West Virginia était l'une des meilleures du pays. Cette année, vous devrez vous attendre à une tout aussi bonne défense. Même après avoir perdu le All-American Darius Stills, les Mountaineers voient le retour de son frère Dante Stills. Pour l'anecdote aussi, son père jouait pour West Virginia. Donc West Virginia est une histoire de famille. Ça sera le meilleur joueur du côté de la défense et il formera un super duo avec le nose tackle Hakim Mesidor, qui lui aussi est promis un très bel avenir selon les insiders des Mountaineers. Du côté des DB, alors certes, il y a eu 2 départs très importants. C'est Takey Smith pour Georgia, qui était un des meilleurs joueurs sur le portail des transferts l'an dernier, et Deshaun Miller qui est parti à Auburn, le cornerback. West Virginia pourra compter sur une paire de safety super senior et des cornerbacks talentueux. Et l'an dernier, West Virginia était l'équipe qui permettait le moins de yards à la passe de tout le pays. Donc c'est vous dire la performance, et je pense qu'on devrait assister à une défense similaire cette année au vu des joueurs qui vont revenir. Et enfin, je vais terminer les forces de cette équipe avec le running back Lady Brown, 1010 yards l'an dernier pour 11 touchdowns, et il s'est révélé dans une attaque qui était plus tournée vers la passe et pas assez vers le jeu à la course. Et ça va être ce que je vais avancer maintenant. Le problème de cette équipe des Mountaineers, c'est que l'année dernière, ils ont vu émerger un super running back, mais ils n'ont quasiment pas utilisé ce jeu à la course qui aurait pu leur assurer certainement plus de victoires. Non pas que la O-line, l'O-line en fait n'est pas mauvaise du côté des Mountaineers, c'est pas le cas. C'est même la meilleure depuis quelques années, mais il va falloir beaucoup plus utiliser leur qualité sur le run game pour exploiter celle de Lady Brown. Il y a beaucoup mieux à faire. Et la dernière faiblesse de cette équipe, c'est les receveurs. Ça semble récurrent là avec les dernières previews qu'on vient de faire, mais il y a des gros problèmes de drop sur les ballons attrapables. Je vous épargne les stats avancées que moi-même j'ai un peu du mal à comprendre, mais c'était une des pires équipes de ce côté-là l'an dernier. La question que tout le monde se pose, Jared Dodge peut-il faire passer un cap à cette équipe? Quand je dis passer un cap, donc ce n'est pas gagner un ball game, mais c'est essayer d'aller titiller les meilleures équipes de la Big 12 pour pourquoi pas. Je dis pas que c'est réalisable, mais ça doit être dans leur esprit, aller chercher une finale de conférence. Peut-être pas cette année, mais les années suivantes. Certes, la défense sera très bonne. On connaît le plancher de Jared Dodge, mais est-ce qu'il arrivera à élever son niveau de jeu pour que West Virginia espère mieux qu'un bowl qui semble inévitable, comme je viens de le dire? Je le pense pas, parce que Dodge, il fera pas d'interception. C'est un des quarterbacks qui fait le moins d'erreurs de tout le pays. Les balles qu'il lance, elles sont attrapées, mais il prend très très peu de risques. C'est pas avec ce genre de mec que tu fais des big plays, d'autant plus qu'il n'aura pas des super receveurs. Donc j'ai vraiment du mal à voir ce joueur faire passer un cap à cette équipe, et c'est vraiment dommage quand on voit la qualité de leur défense. Au niveau du calendrier, il y aura un match en ouverture face à Maryland, petite rivalité de la Big East il y a une dizaine à 10-20 ans, parce que je rappelle, West Virginia a rejoint la Big 12 qu'en 2012. Il y aura un match hyper sympa face à Virginia Tech à la maison à Morgantown. Et non, ça va être 2 matchs compliqués. Je pense qu'ils vont perdre à Maryland, mais ils battront Virginia Tech à domicile. Elle est pour toi, celle-là, Elio. Et pour Merci, moi, beau gosse. l'objectif, c'est de battre un cadre de la Big 12. Donc quand je dis cadre de la Big 12, c'est Iowa State, Oklahoma State, Texas ou Oklahoma. Je pense qu'ils ont les capacités d'aller emmerder une de ces équipes. Je dis pas qu'ils doivent gagner, mais allez, il faut viser au moins une victoire. Et pour moi, leur saison sera réussie en plus de gagner un bowl. Donc moi, je pars sur un prono de 7 victoires, dont une victoire face à un cadre. Et je devrais rajouter que le manque d'expérience de cette équipe risque de leur coûter des victoires faciles. Et ça, c'est tous les ans. L'année dernière, ils ont perdu face à Texas Tech
Oh, ça craint, sérieux. Le Texas Tech de l'an dernier, quand t'es West Virginia, t'as pas le droit de perdre. Et c'est typiquement le genre d'équipe qui peut lâcher un match tout con face à une équipe qui est bien moins forte qu'eux. Ouais, je suis totalement de ton avis et c'est vrai que les matchs face à Maryland, face à Virginia Tech, j'aime beaucoup ce genre de match parce que vraiment c'est un peu du 50-50, c'est très équilibré. On se retrouve pas, ok, tu vas jouer hors conférence, tu te retrouves face à Ohio State, bon, on sait que tu as de grandes chances de perdre, tout ça. Là, c'est vraiment des matchs intéressants à garder parce que ça se vaut, c'est pas de la même conf et ça va jouer quoi. Ça va se la donner, ça va jouer. Non, et puis c'est des matchs interconférences un peu sexy. Ouais, totalement. Ça nous a grave manqué l'année dernière. Alors. Ouais. C'est vrai que c'est pour ça aussi qu'on s'impatiente un peu. Messieurs, quelque chose à rajouter sur cette belle Big 12? Eh bien, Baptiste, on te souhaite du courage et beaucoup de chance. Merci, c'est gentil. Non, on te souhaite une très belle saison, en tout cas, mon Batou, tu le mérites. Depuis le Oh, temps c'est que pas tu moi qui, suis, c'est pas moi qui le mérite. Hein, c'est depuis des le temps que gosses tu qui suis sont au à 5 heures Oklahoma en salle de State, muscu. depuis ton trou en France, franchement, hein, il devrait quand même, enfin voilà, Mike Gadin devrait t'envoyer une vidéo de remerciement avec un t-shirt différent. Et, en tout cas, on vous remercie de nous avoir écoutés pour ce long épisode. On sait que vous avez dû l'écouter en plusieurs fois, mais ça fait toujours chaud au cœur. On essaye de faire au maximum pour vous offrir des previews assez complètes tout en étant le plus rapide possible. Mais vous le savez bien, c'est compliqué avec autant d'équipes. On se retrouve très prochainement pour des belles surprises et une nouvelle preview. On vous dit à la prochaine et merci beaucoup. Salut tout le monde.